On fait un tour de 2 millions d'euros sur un deck, tu vois, tac. C'est magnifique. Ouais, et en fait, même pour te dire, il y avait d'autres fonds qui voulaient rentrer. On a été obligé de dire non à des gens. Et donc on fait ce deuxième tour de 13 millions qui nous amène à avoir levé 15 millions d'euros en 4 mois d'existence. C'est incroyable. Le fruit de mes réflexions m'amène à me dire, ok, moi mon truc en fait, c'est la combinaison de la tech et de l'immobilier. Le modèle de Prélo, c'est de rassembler entre 2 et 8 personnes qui achètent un bien en commun. À vouloir trop croître, on se prend les pieds dans le tapis, on crame et on disparaît. Ça a été un défi pour nous de faire en sorte que dans ce marché qui se retourne complètement, on reste complètement en phase avec nos investisseurs. On voit dans les médias, oui, l'immobilier baisse. En fait, il y a des immobiliers. Considérer qu'il y a un immobilier, c'est, je pense, une erreur. Bienvenue sur Binov TV dans One to One Business, l'émission où les parcours inspirent et où les expériences transforment. Aujourd'hui, nous allons encore explorer le monde de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes et sous toutes ses facettes. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Ludovic de Jouvencourt, qui est le CIO et cofondateur de Prélo, qui vient transformer et révolutionner la propriété immobilière. Bonjour Ludovic. Bonjour Massinissa, merci. Bon, nous allons donc explorer ton parcours. Sur One to One Business, on a une habitude un peu sur One to One, c'est d'aller découvrir l'entrepreneur, bien sûr, le projet, le business. Mais avant, en fait, on explore aussi le parcours personnel de l'entrepreneur. Donc, sa vie, sa famille, ses amis, etc. Parce que finalement, parfois, on se rend compte que les deux sont liés. Donc, voilà, je t'invite à te présenter à ta façon. Prends le temps que tu veux pour te présenter et puis on enchaîne les questions. Allez, c'est parti. Je suis Ludovic de Jouvencourt de Chanes. Et donc, je suis, comme tu l'as dit, président et cofondateur de Prélo. Mais avant de devenir entrepreneur, parce que c'est ma première vraie expérience entrepreneuriale, je viens de La Réunion. Je suis né et j'ai grandi à La Réunion. Oui, d'accord. J'ai quitté La Réunion à l'âge de 15 ans. Pour venir en métropole et faire mes études. Et mon parcours a grosso modo a toujours été orienté vers le business. On en reparlera sûrement en détail après. Et j'ai commencé ma carrière en tant qu'employé, mais je pense qu'au fond de moi, mon objectif définitif a toujours été d'être entrepreneur. Cette sensation de liberté qui des fois n'est pas toujours très exacte parce qu'en fait on a toujours des contraintes. C'est ça. Mais j'ai réussi à atteindre cet objectif en mi-2021, donc avec le lancement de Prélo, et qui est le projet que je mène aujourd'hui encore. Tu fais bien de le rappeler parce que Prélo existe que depuis 3 ans, quoi, en fait. Absolument. Donc, on a l'impression que ça a toujours existé, notamment par ton succès. Mais du coup, tu as vécu à La Réunion, Ouais. tu es né là-bas, donc tu es un mec des îles. Exactement, je suis un mec des îles, comme on dit. Et du coup, dans ton environnement familial, c'était quoi? C'était des entrepreneurs aussi? Tes parents? Qu'est-ce qu'ils faisaient déjà à La Réunion? Alors, faut savoir que donc, vraiment toute la famille de mon père vient de La Réunion. D'accord. Aussi loin que je revienne dans l'historique de notre famille à La Réunion, de mémoire, ma famille est arrivée en 1755. Et donc, malgré notre aspect très métropolitain, Oui. j'ai une famille très réunionnaise, avec des traditions réunionnaises. D'accord. Du côté de ma mère, c'est un peu plus mixé, j'ai envie de dire, un peu plus métissé. Ma mère vient de Madagascar. Okay. Et mon grand-père maternel venait de métropole, donc de Charente. Et ma grand-mère maternelle, vraiment de Mada. Mes parents se sont rencontrés à Montpellier, sont rentrés s'installer à La Réunion. Et donc moi, je suis né à La Réunion. Et jusqu'à mes 15 ans, je ne connaissais que ça. Je n'avais aucune connaissance de ce qu'est le style de vie métropolitain. Et typiquement... mettre des pulls, acheter une doudoune en hiver, mettre des gants, c'était pas du tout mon style de vie. Tout le temps. Donc voilà. Et j'ai découvert la métropole beaucoup plus tard.
D'accord. Même si aujourd'hui, je me considère plus dans mon style de vie comme vraiment un métropolitain. Et c'est une autre époque pour moi, le style de vie réunionnais. D'accord. Mais du coup, quand tu repars, ça te fait un petit changement. Tu te retrouves un petit peu dans tes habitudes, dans ce que tu avais. C'est marrant parce qu'en fait, quand je repars à La Réunion, Ouais. j'y vais assez souvent, entre une fois par an, voire une fois tous les 2 ans. Parce que ça reste quand même un voyage qui est assez engageant, c'est Ouais. à 11 heures de vol, il faut vraiment bloquer une période. Donc on peut pas y partir en un week-end. Mais à chaque fois que j'arrive à La Réunion, je retrouve vraiment mes marques comme si j'étais jamais parti. Et c'est assez marrant, voire même des fois, c'est le créole qui revient Ah ouais? quand Tu je parles parle. créole du Ouais, coup? je parle créole, bah forcément, hein. Tu sais, le créole s'apprend à l'école, hein, tu vois. Donc si tu fais toute ta scolarité à La Réunion ou bah, en Guadeloupe, Martinique, théoriquement tu parles créole. J'ai jamais parlé créole avec mes parents parce que déjà ma mère parle pas créole et n'aime pas trop qu'on parle créole à la maison. Ouais. Mais avec mon père un peu, avec mon frère un peu. Et avec mes potes à La Réunion, très majoritairement créole. Oui, parce que c'est un peu la langue qui est utilisée Ouais, tout le exactement. temps au quotidien pour échanger, pour discuter. Et du coup, donc, eux, tes parents, ils sont entrepreneurs dans la vie ou ils font quoi Alors, ma mère, pas du tout. Ma mère D'accord. a toujours été fonctionnaire dans le domaine hospitalier. D'accord. Donc, elle a vraiment une façon de voir le parcours professionnel Très sur une classique. base très classique, sur une base de sécurité. On prend pas trop de risques. Et elle l'a très bien fait, en fait, parce que je pense que cette base de forte sécurité, c'est ce qui a permis à mon père, lui, en revanche, d'être un vrai entrepreneur. Mm. Donc, mon père n'a pas toujours été entrepreneur, il a commencé à l'être, je pense, à l'âge de 35 ans, D'accord. c'est-à-dire peu de temps après la naissance de mon frère et ma naissance. Il a d'abord monté une entreprise de menuiserie aluminium PVC à La Réunion, entreprise qui a coulé. Et, et vers l'âge de nos 8-9 ans, il a complètement pivoté après la liquidation de son entreprise dans l'immobilier. Ah, Et donc il est devenu promoteur immobilier à La Réunion, et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Et c'est marrant parce que, aussi loin que je m'en rappelle, j'ai toujours été euh, assez intrigué, intéressé par ce qu'il faisait. Mais dans toute la première phase de jeune adulte, j'ai lutté un peu contre ça. ah ouais? Ouais, enfin, je te raconterai. J'ai eu un parcours plutôt dans la tech. D'accord. Euh, je savais que l'immobilier, c'était intéressant. T'as transmis le virus, mais Ouais, c'était un peu mes racines. Mais que en fait je voulais faire ma route à moi. Mm. D'une certaine façon, je pouvais pas me permettre de me dire que euh, je devenais un gars de l'immobilier parce que mon père était de l'immobilier. Je voulais vraiment avoir mon identité. Mm. Et beaucoup plus tard, en fait, je me suis rendu compte que il y a que ça qui me prend en trip. En fait, aujourd'hui, quand j'ai décidé de complètement lâcher cette résistance profonde vis-à-vis de l'immobilier, aujourd'hui, je me rends compte que vraiment, il y a que ça qui m'intéresse. Mm. Et les gens qui me connaissent comme étant un entrepreneur euh, respectable, qui connaît la plupart, enfin, qui s'intéresse à la plupart des business et qui connaît plein de choses dans le business, là où je suis vraiment très pertinent, c'est dans l'immobilier. Et vraiment, des fois, j'ai des réflexes qui deviennent. Je reprends une phrase de Thierry Vignal, qui est un des fondateurs et président de Mastéos, qui vient d'être acheté par Novaxia. J'aime bien cette phrase parce qu'elle me définit bien. En fait, je sais faire que ça maintenant, tu vois. Avant, je savais faire d'autres choses. Aujourd'hui, mon cerveau est construit Mais, autour de ça, en mais fait. t'as lié un peu les deux. C'est-à-dire que là, tu as la partie tech et en même temps la partie immobilier. Donc tu Tout as à trouvé fait. un compromis entre deux pour... voilà. Un compromis qui arrive à psychologiquement me satisfaire, tu vois. Oui. Et tout à fait, absolument. Mais ton père, du coup, il doit être fier de toi. Je pense que mon père est très content. Et tu vois, cet adolescent rebelle que j'ai été, je pense, jusqu'à mes 25-26 ans, résister à ce que mon père me disait qui était, bah, mais Ludo, mais fais de l'immobilier. Ah oui, On sait c'est faire tellement, c'est ça, tellement facile. c'est tellement plus simple, c'est plus rentable, enfin, tant de choses. Jusqu'à mes 25 ans, tu vois, je résistais. Mais t'inquiète, papa, dans la tech, on fait beaucoup d'argent, les startups, etc., etc.
Aujourd'hui, j'ai réussi à joindre Voilà, les deux parties. ces deux parties. Ouais. Et ton frère, du coup, donc il est plus petit que toi ou plus grand? Plus âgé, Plus âgé de combien? T'as 14 quel âge? mois. Ah 14 oui, mois, c'est très serré. c'est vrai. Les parents ont vraiment, ils se sont dit, on en veut deux, il faut les faire Voilà. vite. Et c'est une bonne façon de voir les choses. Bah Hein. oui, mais c'est vrai. Bon, moi, j'ai laissé beaucoup plus d'espace parce que je voulais vraiment profiter des Bon, deux, mais ma compagne et moi, on est plutôt dans cette voilà. tendance. Parce que c'est sport, hein, d'enchaîner Ouais, deux enfants coup sur coup. c'est très sport. C'est très engageant. Ouais. Mais donc, ouais, on est très proches et c'est mon aîné. Et mon frère a fait une formation de compagnon. Il est compagnon charpentier. D'accord. Donc, dans l'immobilier, dans le Mhm. bâtiment, mais une école très, très stricte, très dure, qui aujourd'hui lui a donné une rigueur dans le boulot, Mhm. le côté très terrain et réel Ouais. de l'immobilier qui est franchement exceptionnel. Et donc, C'est un il- artisan, quoi. Donc, ce qu'il ouais, fait, exactement. Et donc, il a vécu quelques temps en Australie et maintenant il est rentré s'installer avec sa femme à La Réunion. Et maintenant, il fait de l'immobilier à La Réunion. Voilà. Avec papa, toujours? Ils travaillent Ou... ensemble, Ouais. mais chacun dans leur activité Ok. respective. Mais tu disais que ta maman, finalement, c'est elle qui a supporté un peu la baraque, quelque part, quand ton père prenait des risques. Ouais. Alors, Et c'est vrai qu'on le rappelle jamais assez, ou on le dit jamais vraiment, ou quand dans un couple, il y en a un qui choisit finalement de prendre des risques, d'entreprendre, d'investir, on a l'autre partie finalement qui est là et qui tient quelque part un petit peu l'aspect justesse on va dire de la maison pour pas que tout s'écroule. C'est quand même un point important. Finalement, le premier investisseur, c'est un peu son compagnon ou sa compagne, quoi. je l'aurais pas aussi bien dit. C'est vrai que le C'est, premier investisseur, c'est ça. c'est la personne qui nous accompagne au quotidien. Et en fait, je compléterai en disant que, de fait, dans l'immobilier, quand on commence, euh, on parle de telles sommes que de toute façon, on doit être très majoritairement accompagné par un banquier. Mais le Oui, banquier, il va regarder notre capacité à payer les mensualités de crédit. absolument. Et ça, si on n'a pas de CDI, parce que c'est comme ça que fonctionne aujourd'hui le monde bancaire en France, pas de financement. Et Absolument. donc, on a besoin de un peu de cette dualité et de cet équilibre qui fait que, bah oui, pour la caution, pour assurer le banquier, on a besoin de cette trésorerie positive entrante dans le foyer qui est l'autre personne du couple. Et ma mère a joué ce rôle pendant très longtemps, ce qui a permis à mon père de faire des premières petites opérations et ensuite des plus grosses opérations qui a fait que il a fait sa fortune dans l'immobilier. Mais le point de départ, comme tu le dis, c'est exactement ça. Hmm. Non, mais personnellement, je suis tout à fait dans ce cas. Où on s'est dit, allez, toi, tu vas prendre tes risques et moi, j'essaye de poser les choses en attendant que les choses évoluent positivement, quoi. Je suis aussi Et dans ce schéma de famille, hein, tu voilà, vois. Donc, ma compagne est aussi là pour rajouter un très haut niveau de stabilité financière, là où, après, en tout cas, on avait prévu que ça soit le cas. ouais. Euh, le fait que derrière j'ai levé de l'argent et que l'histoire de Prélo soit devenue ce que c'est devenu, j'ai quitté un peu cette phase très Oui. à risque. Hmm. Mais en tout cas, on avait disposé notre configuration commune de façon à ce que ça puisse tenir le coup grâce à elle pendant une certaine période de temps. Hmm. Donc, ouais, donc le premier investisseur, c'est la compagne ou le compagnon Exactement. qui vient accompagner on va dire l'entrepreneur. Et justement, quand ton père avait fait, tu as dit qu'il avait fait faillite la première fois quand il a créé son entreprise dans le PVC. Ouais. Tu avais quel âge toi à ce moment-là? Quand il fait faillite, je pense que j'ai 8-9 ans. Je suis très mauvais avec les dates, hein. Ouais. Mais aussi loin que je me rappelle, je dirais peut-être un peu plus, peut-être 10 ans. Aussi loin que je me rappelle, c'était... Bon, je connaissais pas assez le marché Ouais. Ouais. de la menuiserie à La Réunion, mais avec le recul, je pense qu'il n'y a pas les mêmes problématiques d'isolation thermique qu'on peut avoir en Oui, oui, France. Les oui, oui. hivers sont pas les mêmes. Euh, Sauf quand il y a des tempêtes. ouais, c'est vrai. Donc il y avait plus de concurrence. C'était c'est un vrai business de closer commercial, ce que mon Hmm. père n'est absolument pas.
Euh, et donc, voilà, ça a périclité. Et je pense que d'une certaine façon, c'est une bonne chose. Souvent, un premier échec entrepreneurial, ça permet à l'entrepreneur de faire cet exercice de rationalisation en se disant bah, sur quoi on est bon, sur quoi on n'est pas bon, et de qui on doit être accompagné pour réussir la prochaine étape. Mon père, il a fait un choix, c'est de se dire, il m'a toujours dit ça d'ailleurs, ne t'associe pas. Lui, il a fait le choix de bosser tout seul. Et donc, le choix de travailler seul, c'est aussi de se dire qu'on se met sur un secteur où on maîtrise tout en fait. Bah oui, c'est ça. Et on ne peut pas faillir à un endroit qui peut mettre en porte-à-faux son business. Et donc finalement, ça a été l'immobilier et ça a très bien marché pour lui. Il drive ses opérations de promotion immobilière seul depuis presque 25 ans maintenant. C'est incroyable. Et ça a pas joué dans dans ta psychologie d'enfant, de te dire, bah, mon père, il a eu un échec, finalement un échec dans la famille aussi, ça cause quand même un certain nombre de stress, de problèmes, on en parle à la maison, et ça t'a pas à ce moment-là, tu t'es pas dit, non, l'entrepreneuriat, jamais, prise de risque, jamais. Non, pourquoi? Parce que... euh, alors premièrement, je pense que l'entrepreneuriat était trop profondément ancré en moi et mon frère. Parce que notre père a toujours été un exemple pour nous, pour qu'on fasse le choix de s'en détourner, en fait. Mm. Euh, Malgré les risques que ça impliquait, on avait envie d'aller au bout de toute façon. Et puis, le deuxième point, c'est que je pense quand même qu'il a su rebondir assez vite. C'est-à-dire, bah, l'opération suivante, sa première opération immobilière, elle est très rentable. Donc, on se dit, bah, au Ok. final, Il a eu un échec, mais finalement, il a exactement. rebondi, donc, On a inculqué, ça nous a inculqué cette possibilité que malgré un échec, en fait, tu peux rebondir. Donc, enfin voilà, il y a des fois tu gagnes, il y a des fois tu perds, et tu peux, malgré une défaite, bien rebondir. Donc, ça nous a conforté dans le fait que bah, c'est tout à fait possible, donc il n'y a aucun problème. Après, il faut aussi savoir que ça a chamboulé des choses. mm, Euh, et ce dispositif de vie avec un entrepreneur, il est, euh, il est très à risque pour la stabilité du couple. Euh, En 2009, mes parents se séparent. oui. Malgré le fait qu'il y ait cette collaboration qui fonctionne très très bien pendant pas mal d'années, mes parents se séparent pour plein de raisons. En fait, Euh, c'est dans une phase où ben, il y a un chamboulement professionnel aussi du côté de ma mère. Il y a une opération qui fonctionne un peu moins bien du côté de mon père. Peut-être une crise de la cinquantaine. Oui. Bref, ça split. Certain nombre Voilà, de de points petits qui font que... paramètres. Je le prends aussi comme un apprentissage, tu vois. Je le prends comme un apprentissage. Comment faire en sorte que j'arrive à garder la stabilité de mon couple et de mon équilibre familial malgré les stimuli négatifs extérieurs qui viennent me piquer au quotidien. Surtout que enfin, moi, je suis quelqu'un de extrêmement... je peux me laisser emporter Oui. par l'extérieur. Tu vois, je me balade en vélo dans Paris. Ah bah Quelqu'un ça qui me va, parle mal, je le fais tu aussi. vois tu vois très bien de quoi je parle. Quelqu'un qui me parle mal, qui fait battre, ça monte. Mm. Euh, donc du coup, j'essaye de travailler les choses de façon à ce que l'extérieur ne me rende pas à Ouais. l'intérieur. Tu sois moins impacté par les ondes Voilà, exactement. négatives autour de toi, quoi. Parce que sinon, en fait, c'est les personnes les plus proches de moi au quotidien qui les subissent et ça crée de l'usure, en fait. Je passe une mauvaise journée, je rentre, je parle mal, je suis désagréable. Ouais. 20 ans je lui parle mal, au bout d'un mois, elle me dit, mais ça fait 20 ans, j'en ai marre, en fait, tu vois. Et moi, je veux pas de ça, tu vois. Donc, j'essaye de comprendre et d'apprendre de ce qui s'est passé dans mon cercle familial, en tout cas mes parents, pour être meilleur dans Mm. mon cercle familial personnel. Pour reproduire les bonnes choses et ne surtout pas reproduire les Les erreurs, mauvais aspects, les erreurs. exactement. Ouais, je comprends. Et donc, du coup, sur ça, donc tu décides de venir, donc tu accompagnes ta maman ou ton père, du coup ta maman, je suppose, En en métropole? métropole. Alors non, en fait, quand je pars à 15 ans, Parce qu'à 15 ans, t'es encore mineur. ouais, je suis encore mineur, mes parents ne partent pas, mes parents ne sont pas séparés. En fait, c'est un moment de ma vie où j'ai un... Mon frère et moi, on a tous les deux eu une adolescence un peu chaotique. D'accord. Très dans la rébellion à tous les niveaux.
scolaire, les parents, tous les choix. Et donc les parents décident de m'envoyer en famille d'accueil. En fait, l'année d'avant, mon frère part à 15 ans aussi faire l'école de Mouchard dans le Jura de formation des compagnons, qui est une école très très stricte. Ça lui donnait un cadre qui a fonctionné. Moi, je voulais pas faire du bâtiment et je pense que j'avais le potentiel à l'école de faire des études normales. Ouais. Mais à ce moment-là, je tisse un très mauvais coton. Et donc, en fait, mes parents décident un jour, enfin, je termine ma première, mes parents me disent, je rentre à la maison, les notes, ça va pas du tout, j'ai 2 de moyenne en maths, 2 de moyenne en physique. Euh, Ils me disent, bah, ils me prennent entre 6 yeux. Je me rappelle comment ça s'est passé, hein. On était dans les vacances tu vois, entre les années. Bah, Ludo, on prend l'avion demain, tu pars en famille d'accueil en métropole. Et en fait, c'est tellement sec que, en fait, j'y crois pas jusqu'à très longtemps. On prend l'avion avec mon père, j'arrive là-bas, je rencontre la famille d'accueil, j'arrive au lycée dans lequel je suis censé faire l'internat toute la semaine. Je vois que c'est là, c'est palpable, hein, Tu réalises mais pas je encore. percute pas, tu vois. Ouais. Et je me rappelle comme si c'était hier. Le moment où je percute, c'est le moment où, bah, tu vois, ça a duré 3 jours, on a fait la tournée, l'installation, etc. Et mon père me dit, Salut. bah là, moi, je retourne à l'aéroport, tu vois. Je Ouais. rentre à La Réunion, et c'est là que je percute. Je me dis, waouh, donc maintenant, ma vie, c'est ça, tu vois. Franchement, ça m'a fait un choc. Donc franchement, j'ai versé une larme, j'ai pleuré. Ouais. En fait, c'est le moment où en fait, je me suis dit, ok, ma vie sera plus pareille, en fait. Et bah voilà, c'est devenu ma vie. Et donc, ma famille d'accueil s'est hyper bien occupée de moi. J'avais un cadre où je pouvais plus déborder. C'était internat toute la semaine. Euh, Au lycée, j'avais des heures d'études après les cours que les externes n'avaient pas jusqu'à 20 heures. Manger au lit, entraînement de rugby, euh, match le week-end ou boulot avec ma famille d'accueil qui était une famille d'électriciens le week-end. Je ne pouvais pas déborder. Ouais, donc Donc, c'était le cadre qu'il te fallait c'était finalement. le cadre qu'il me fallait Et l'isolation aussi qu'il te fallait. et l'isolation qu'il me Donc fallait. c'est une décision. C'était une bonne décision, mais Ouais. pas facile parce que tu Ouais, vois, moi aujourd'hui je suis papa. j'imagine. Je me dis, Enfin, mais imagine à 15 ans, je dois envoyer mon petit en famille d'accueil parce que c'est potentiellement la seule solution pour faire en sorte que on révèle son potentiel. ouais. Je sais pas si je serais Oh, capable, moi. bah, même moi, en fait, tu Moi, je vois. sais pas si je serais capable. Et en fait, ça peut. Souvent, quand j'ai raconté cette histoire, euh, et c'est aussi lié à la façon dont je le présentais, les gens se disent, bah, tes parents, ils sont durs. Non, franchement, mes parents, bravo à eux, tu vois. Je pense qu'ils ont atteint une limite et pour eux, c'était peut-être le seul moyen qu'ils ont trouvé Pour se dire pour se dire que c'est que je devienne une bonne personne, tu vois. c'est ça, c'est ça. Et franchement, bravo à eux. Au final, l'histoire leur montre que bah, j'ai réussi à obtenir mon bac comme il fallait, mon bac S. Mais après, tu vois, quand tu commences si mal ton lycée, ben, j'ai pas un parcours sans faille, tu vois. Hmm. Je fais pas prépa, je fais pas HEC. Tu vois, il y a plein de choses qui fait que... Après, c'est mon histoire. Ouais, bien, Mais il bien y a sûr. plein de choses qui font que euh, mon parcours est différent et je dois rattraper un certain... Quand prends conscience que je suis dans une course à, à la réussite, que je deviens une personne ambitieuse, je veux faire des choses grandes, je me dis, tu as accumulé du retard. Donc maintenant, tu dois rattraper ce retard constamment. Et quand tu vois des gens qui sont plus mûrs plus tôt, tu sais, il y a des gens à 15 ans, bah, ils travaillent à l'école. Tu Ouais, vois, c'est trop drôle en fait. C'est ouais. que il y a des gens, ils ont capté un truc que toi, t'as pas capté. Et moi, je fais partie de ces gens qui n'ont pas capté assez tôt, tu vois. Et il y a le gars à côté, lui, le soir, il a pas besoin d'avoir des heures d'études avec un surveillant pour bosser en fait. Ouais. Il Il le fait bosse. automatiquement, Exactement, il va naturellement. chercher son bac, il va chercher la meilleure école, et en fait, bah, ça tu vois, Mais est-ce que quand tu étais jeune, justement, c'était pas quelque chose qui était possible à détecter plus tôt? Que tu, peut-être que tes envies étaient ailleurs, est-ce que, justement, la dernière fois, c'est souvent des discussions qui reviennent. Est-ce que l'école n'a pas failli à un moment donné pour détecter, on va dire, vraiment ce qui était adapté à toi à ce moment-là? je, je sais pas. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que
il y a plein de choses qu'on peut améliorer à l'école. Il y a plein de choses qu'on peut améliorer dans l'éducation nationale. Mais tu peux pas. En fait, ils ne peuvent pas porter la responsabilité intégrale de la prise de conscience d'un jeune, tu vois. Euh, et les choix que font ses parents, en fait. Tu vois, c'est un peu le binôme, j'ai envie de te dire. Non, mais surtout, en fait, en gros, on a des enfants, par exemple, qui sont Mm. moins scolaires, Ouais. mais c'est pas pour autant M- qu'ils sont Moins moins intelligents, intelligents qui ont moins de potentiel, ouais. voilà. J'ai échangé récemment avec quelqu'un qui me disait faut faire des tests, mais il y a beaucoup de hauts potentiels sauvages qu'on ne détecte pas. Parce que du coup, ils sont très intelligents, ils sont très créatifs, etc. Mais finalement, on ne les détecte pas. Et on pense que bah non, juste ils sont nuls à l'école, ils veulent pas y aller ou ils sont pas bons et puis c'est tout quoi. Donc, alors que finalement, la réalité est tout autre et que si on les détectait en amont, on pourrait bah, justement mieux les guider, mieux les orienter et adapter finalement la structure scolaire à ces personnes-là. Alors, oui, je suis d'accord. Euh, mais c'est pour ça que là, moi, je dirais, le rôle de parent, c'est d'ouvrir les perspectives. Là où je pense que mes parents n'ont pas été mauvais, c'est que même si mon frère et moi étaient deux adolescents très raides, avec des crises d'adolescence explosives, on se bagarrait entre nous, c'était l'embrouille avec les parents, on faisait le mur, enfin la totale. Ils avaient toujours fait l'effort de nous donner une diversité d'activités quotidiennes intenses. On faisait du skate, on faisait de la musique, on faisait du rugby, euh, on faisait du foot. On avait beaucoup d'activités Vous aviez quand même, vous viviez dans un milieu familial, social qui était qui nous confortable, développaient donc et qui nous... vous aviez la possibilité Exactement, de de faire tout ça. tester toutes ces choses. Et Donc c'était pas par manque finalement que vous faisiez ça, quoi. oui, 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 non, tout à fait. Mm. Et donc, peut-être que à ce moment-là, dans ma vie, la musique m'intéresse beaucoup plus que la scolarité. Euh, j'ai un groupe de rock. Vraiment, enfin, je suis à fond dans ce truc-là. C'est J'ai cool. investi mes économies dans mon matériel de musique, etc. Je développe ce côté un peu artistique qui m'ouvre qui m'ouvre mon esprit sur la créativité que je développerai dans autre chose plus tard. Je pense que, et mon avis, c'est que même si un enfant est pas très bon à l'école, faut qu'il arrive à développer sa créativité dans autre chose. Et en soi, je pense que mon époque, ce que j'ai vécu, et ce que l'époque d'aujourd'hui me montre encore plus, c'est que l'école c'est important, mais c'est pas fini si on est nul à l'école, tu vois. Mais oui, c'est vrai. Voilà. Bah, c'est un bon message et c'est vrai que tu es le parfait exemple finalement de l'enfant qui a été, bah, on va dire, mauvais au départ à l'école, mais derrière où tu as vécu un certain nombre d'éléments et de points, et qui n'ont pas empêché, malgré ce qu'on pourrait appeler un début de parcours un peu chaotique, mais finalement, ça t'a pas empêché de te réaliser, de te concrétiser, de créer une super belle entreprise et de finalement d'aller vers la réussite. Et donc c'est plutôt cool. Ouais, c'est Donc ceux qui nous entendent et qui nous écoutent et qui se disent voilà, moi je suis un bon à rien, je suis mauvais, etc. Bah, finalement, il y a toujours la possibilité de se rattraper, de se donner les moyens de se rattraper. Donc c'est ce que tu as fait. ouais. Qu'à un moment donné, tu as percuté quand même il fallait changer de mindset et reprendre un peu Mais ça c'est grâce à mes parents, hein, Mais ce oui, côté mais bien sûr, déclencheur. le rôle des parents, il est ultra important. Ouais. Et c'est pour ça que, moi je le dis toujours, les parents, finalement, ils doivent jamais lâcher leur enfant, malgré qu'ils soient peut-être pas bons, qu'ils les déçoivent ou autre, mais finalement, garder l'espoir que ça va changer, que ça va pouvoir avoir un effet positif sur son enfant. C'est marrant que tu dis ça parce que j'ai regardé un TikTok de Franck Dubosc hier. Ouais. Enfin, aussi marrant que ça puisse paraître. Ouais. J'ai regardé un TikTok de Franck Dubosc hier qui lisait une lettre écrite par une psychologue qui travaille avec des adolescents. Et en fait, elle a écrit cette lettre de la position de l'adolescent sur toutes les choses qu'il n'arrive pas à dire et qu'il aimerait dire à ses parents.
Et la synthèse de la lead, c'est un peu ça. C'est je vais te tirer dessus, je vais te détester, je vais te critiquer, mais j'ai besoin de toi que tu restes là et que tu gardes le cap. C'est assez marrant, je trouve, Ouais. tu vois. Ouais. Parce que des fois, je pense qu'un jeune qui a une adolescence un peu trop frontale, en confrontation, il y a des parents qui peuvent se dire ah j'en ai marre en fait, Ouais. tu vois. Alors qu'en fait son rôle c'est d'attendre que toute cette orage, cette tempête en pleine mer passe Passe, ouais. et que en fait en tant que parent je puisse montrer que je l'ai jamais lâché, j'ai toujours été là malgré en fait la difficulté et je puisse garder en fait lui permettre de garder le cap en fait parce que la boussole est illisible, l'horizon est illisible enfin et ne sait pas où elle va en fait. Le jeune, l'adolescent ne sait pas où il va. C'est vrai. Je suis d'accord. Tu as obtenu ton bac S. Ouais. Tu as poursuivi derrière tes études. Ouais, j'ai fait un IUT en Ouais. technique de commercialisation. Ok. C'était presque le seul IUT que j'ai eu. Et ça m'a donné la possibilité de jouer au rugby à Figeac. Donc j'avais un bon niveau de rugby, donc j'en profitais, ça me permettait d'avoir un salaire, ça m'arrondissait les fins de mois, etc. Ouais, dans le sud-ouest, en fédéral 2, fédéral 1, le rugby ça paye, on nous paye les entraînements, on nous paye C'est les bien. matchs, on nous paye les matchs gagnés, c'est cool. Et ça me permettait de maintenir une hygiène de vie aussi, le sport c'est important. Après je fais une école de commerce à Pau. Pendant mon école de commerce à Pau, j'ai une année de césure à l'étranger obligatoire. Avec mes potes de promo, on va à Malte. Et à Malte, on est au moment de la régulation des jeux en ligne. Et donc, on a la chance, on y va pour ça et on a la chance de travailler chez Betclic. Ah oui. Donc, on arrive à Malte avec rien dans les mains, on va déposer des CV et on travaille chez Betclic pendant toute cette année de césure à l'étranger. Et donc là, quand je rentre en métropole, c'est le moment où mes parents divorcent. Au moment du divorce, les divorces ça coûte cher, il y a un gros problème financier qui fait que ils sont plus en mesure de payer mon école de commerce. Euh, et donc l'école de commerce me donne la possibilité d'obtenir une alternance et l'alternance, bah, c'est l'entreprise qui paye l'école. Je contacte Betclic, qui est une entreprise française mais avec une vraie culture anglo-saxonne. Oui. Euh, Ils me disent bah nous on n'a jamais fait d'alternance, on regarde avec les RH. Ils avaient eu un bon retour de mes managers sur place à Malte. Donc le siège à Paris me dit bah écoute, pourquoi pas. Donc je suis recommandé, j'obtiens l'alternance. Je fais 2 ans de l'alternance chez eux qui se transforme en CDI. Je travaille 4 ans en CDI chez eux. Et je m'occupe dans un rôle très tech. Euh, à l'époque où le rôle de product manager n'existait pas encore. Je m'occupe euh, en gros des rachats technologiques des bookmakers concurrents que le groupe Betclic rachetait pour grossir ses parts de marché. Et en gros, on récupérait les sites et on les migrait sur la technologie commune pour que esthétiquement, on a l'impression que c'est toujours le même site de cette marque-là. C'est toujours sur le même socle technologique des sites de Betclic. Et donc je fais ça 4 ans après mon alternance. Et au bout d'un moment, j'ai envie de faire autre chose. Et donc, je rejoins un saut local, qui est enfin, anciennement le groupe Pas Jaune, Mhm. pour lequel j'ai plusieurs rôles. Le premier, c'est en fait, je pars vite à Londres pour eux. Je crée une équipe là-bas qui s'occupe de toute la technologie de publicité en temps réel, qui est une technologie dans laquelle le groupe va beaucoup investir. Ensuite, je rentre à Paris et je deviens le manager de, grosso modo, 2 grosses entités. Donc, toute l'entité technologique et publicitaire, Effilab, qui est une boîte qui a été rachetée à 3 entrepreneurs par le groupe. Et enfin, la société Eureka, qui est aussi une boîte qui a été rachetée par un entrepreneur. Euh, je manage tous ces équipes qui m'amènent jusqu'à manager 90 personnes à ce moment-là. Ah oui, et t'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 27 ans, je dirais, 27, 28 ans. Incroyable. Ouais, Manager 90 personnes à 27 ans. ouais, Faut le j'ai faire. eu énormément de chance. Disons que j'ai fait un choix et d'ailleurs c'est un conseil que je donne, hein, c'est vite identifier un mentor et suivre son mentor. Donc Amaury Lelon, qui est mon mentor à ce moment-là, Comment? Amaury Lelon,
qui était au comité exécutif de Solocal et à qui je reportais à ce moment-là, m'a beaucoup amené à grandir dans l'entreprise. Euh, et au bout d'un moment, je m'en vais, Amaury s'en va. Euh, et donc, moi, j'ai la possibilité de rejoindre Weekend Desk, donc, comme directeur marketing et produit, qui est un site de vente de week-end packagés en ligne, qui appartient à Pierre-Édouard Sterrin, qui deviendra d'ailleurs l'investisseur principal de Prélo plus tard. Je fais ça 8 mois et c'est vraiment le moment où je me rends compte que en fait, j'ai fait le tour sur le salariat. Ça se passe très bien, le projet est très cool. Mon boss, Sébastien Venturini, qui est le CEO de Weekend Desk, est très à l'écoute, très sympa. Il me met vraiment en situation de réussite, mais au fond de moi, j'y arrive plus en fait. Euh, donc, je T'avais commence. envie d'autre chose, quoi. Exactement, j'avais envie d'être entrepreneur. Et je pense que c'est vraiment le moment où je me dis, bah en fait, mon truc, c'est l'immobilier. Ce que je te dis pas, c'est que pendant tout mon parcours professionnel, je commence à investir dans l'immobilier en me disant que Oui, puisque tu gagnes bien ta vie, je gagne bien je ma vie, suppose. donc j'arrive à emprunter, et c'est une base de finances personnelles qui a énormément de sens. Donc voilà, j'investis, 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 j'investis. Et en fait, quand j'arrive chez Weekendesk, je suis à ce point, ce tipping point un peu, ou ce point culminant où je me dis, en fait, ça m'intéresse beaucoup plus l'immobilier. J'aime bien ce que je fais, j'aime bien les dominances de mon métier, c'est-à-dire le marketing digital, la tech, l'algorithmie, Hmm. la data, etc. Mais je suis très intéressé par l'immobilier. Et en fait, je rentre dans une phase où je fais une mini-dépression. Parce que je suis pas à ma place, en fait. Hmm. Et Et cette mini-dépression fait que je commence à me poser des questions sur qui je suis, qu'est-ce que je veux faire, etc., etc. Et le fruit de mes réflexions m'amène à me dire, ok, moi mon truc en fait, c'est la combinaison de la tech et de l'immobilier. Je suis la PropTech en fait. C'est ce qui m'identifie. Quand je regarde toutes ces boîtes que je connais qui transforment l'immobilier, ben moi j'ai envie d'en être en fait. C'est l'aventure que j'ai envie de vivre. Et donc j'analyse plein de modèles. À ce moment-là, j'ai déjà identifié avec qui je veux le faire. Sébastien Gall, mon associé d'aujourd'hui. On travaille, on réfléchit à des modèles, etc. Et à un moment donné, on tombe sur le modèle de Prélo et on se dit, c'est ça qu'on veut faire. Et à ce moment-là, on est en mai-juin 2021. Voilà, je fais un deck, je mets à plat toutes les idées exactement comme je les veux, la vision, comment on va le faire, de combien on a besoin. Et là, je me structure chez moi, comme je te le disais, de façon à ce que ce soit une traversée du désert qui durera 2 ans. Et finalement, elle durera 2 semaines. c'est incroyable. En 2 semaines, on arrive à convaincre Axeléo et Secret Fund de nous accompagner et on fait un tour de 2 millions d'euros sur un deck. Tu vois, tac. C'est magnifique. Ouais. Et en fait, même pour te dire, il y avait d'autres fonds qui voulaient rentrer. On a été obligé de dire non à des gens. On fait ce premier tour et je te dis, on s'était préparé à une traversée du désert Ah ouais. avec une date et une gourde d'eau et finalement, bah, la position est complètement différente. Et donc, Mais justement, alors attends, parce que c'est quand même un point important qu'on doit développer. Là, donc en 2 semaines, sur la base d'un deck, vous levez. ouais. Comment se fait-il qu'à ce moment-là, on vous a pas dit, je sais pas moi, on a besoin d'avoir un certain nombre de preuves, de data, de chiffres, de concrétisation. Moi, je l'ai fait cet exercice d'aller lever avec des projets ultra aboutis, etc. Mais où on me dit, oui, mais il manque tel chiffre, il manque tel nombre de clients, il manque telle interaction, il manque ce qu'on appelle finalement un peu la traction, quoi. Ouais. Donc, comment toi, à ce moment-là, sur quelle base vous avez réussi à convaincre à lever 2 millions, ce qui n'est pas rien, Ah, c'est énorme. sur quel valo? On fait 5 millions de valos, notre premier 5 tour. millions de valo Sur un deck. sur un deck. Comment vous avez fait ça? En gros, c'est tellement simple à dire ça, mais c'est un alignement de planète. Donc déjà, avant de dire c'est ce projet,
je fais un petit tableau qui fait que, en fait, j'essaie d'aligner un peu les planètes du projet en me disant, déjà, personnellement, nous, l'équipe, où est-ce qu'on est bon? Et quand on se pose la question de où est-ce qu'on est bon, c'est forcément où est-ce qu'on est crédible. Tu vois, parce que aujourd'hui, c'est la mode chez les VC, c'est l'IA. Forcément, on est à l'époque de l'IA. Mais il y a plein de mecs, la semaine dernière, ils étaient entrepreneurs dans autre chose. C'est peut-être des très bons entrepreneurs, mais ils arrivent sur un sujet qui n'est pas le leur, qui est l'IA. Donc déjà, il y a un petit mismatch. Nous, on a commencé en se disant, première brique, qu'est-ce qu'on a envie de faire et où est-ce qu'on est bon, tu vois. Je sais pas si tu vois cette rosace de l'Ikigai. En fait, c'est une rosace. Ouais, Tu vois ou pas? vite fait. En fait, c'est une rosace qui te permet de faire un exercice de qu'est-ce que tu as envie de faire, où est-ce que tu es bon, et où est-ce qu'en fait le monde a besoin de toi, grosso modo. Mm. On a fait cet exercice et ça nous a amené à faire de la PropTech et surtout à travailler un sujet précis de la PropTech, c'est l'accessibilité. C'est-à-dire comment permettre à une personne de devenir propriétaire quand la situation actuelle ne lui permet pas de le faire. On a commencé à faire ce premier exercice et ensuite les autres paramètres de la grille d'analyse, c'était est-ce qu'il y a de l'engouement en ce moment sur ce sujet? Bah, l'immobilier en 2021 était booming. Est-ce qu'il y a une boîte américaine qui a levé beaucoup d'argent et qui a montré un licorne track, entre guillemets, Ouais. sur ce sujet-là? La chance qu'on avait, c'est que sur le modèle de Prélo, il n'y avait pas Casso qui se marketait comme la licorne la plus rapide de l'histoire. On était crédible. Il y avait de l'engouement, il y avait de l'argent chez les VC, ils avaient besoin de déployer cet argent. Il y avait un équivalent américain qui cartonnait, qui n'était pas encore en France. Déjà, c'était pas mal du tout. Euh, on racontait bien l'histoire, on racontait bien l'exécution. Et je dirais la dernière brique de réussir à lever des fonds, c'est réussir à créer un FOMO avec de l'intuitu personae très fort. C'est-à-dire, en fait, je pourrais raconter précisément comment je recommande de le faire, mais Vas-y. en gros, souvent, il faut se rappeler qu'un VC, c'est un investisseur qui a besoin d'être rassuré sur ses choix parce qu'il va prendre d'énormes risques. Il a levé de l'argent auprès de LPs et il doit déployer cet argent. Il doit vite le déployer pour le faire travailler, mais en même temps, il ne doit pas mal le déployer. Donc en gros, d'une certaine façon, il doit prendre des risques, mais pas trop de risques. Et c'est une position qui est très compliquée. Ce qui fait que un VC, c'est quelqu'un qui va essayer de saisir les éléments extérieurs qui vont le plus le rassurer dans son choix. Et l'élément extérieur le plus rassurant dans son choix, c'est est-ce qu'il y a un autre VC qui veut investir. Et quand tu as compris ça, tu as tout gagné. Et donc, ce que je fais, c'est que je me dis comment je crée du FOMO sur tous les VC du marché, tous les VC early stage du marché. Alors déjà, ce que je fais, c'est que mon deck, au lieu de voir 50 VC en un an, je me dis, j'ai 15 jours pour lever des fonds. Donc en gros, je fais mon deck et je planifie un rendez-vous avec 30 VC en 15 jours. C'était des demi-heures, bam, 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 bam. 10 dans la journée, presque, tu vois. Je les vois tous et ensuite c'est sur WhatsApp et je les tiens, tu vois, je les tiens en haleine en leur disant ah bah j'ai déjà une term sheet qui va arriver ici, une term sheet qui va arriver là. Et donc en gros, ils commencent à être dans la position où ils se disent la première term sheet qui va arriver, je suis foutu en fait. Il va signer la term sheet, il va rentrer dans la négociation. Donc en gros, ils sont déjà en mode shoot une term sheet. On va commencer à discuter. Une term sheet, c'est engageant, mais en même temps pas très engageant. Tu rentres dans une phase de négociation. Et en même temps, moi, dès que je reçois la première term sheet, bah, j'excite tous les autres et je commence à être dans une position où je suis dominant sur mon tour. C'est ça que j'essaie de créer. Et en fait, là, il faut parier sur l'investisseur qui est le plus courageux. Et à ce moment-là, c'est Mathias Flatin, donc qui est partenaire chez Axeléo, qui est aujourd'hui un ami, qui est le premier VC que j'ai vu et qui a compris en fait à ce moment-là que j'étais la bonne personne on était les bonnes personnes avec Sébastien pour faire ce projet-là. Il a vite compris. Parce que la deuxième discussion, après la première, il la replanifie très très vite. Avec ouais, j'ai aussi besoin de voir ça, comment vous faites ça, etc.
On fait un partners meeting dans la foulée, bam, ils balancent la term sheet, les gars, on fait un tour ensemble. Et à partir de là, bah, j'ai la première term sheet. Il y a 50 VC qui ont voulu rentrer. Et ils essayaient de tirer le tour vers le haut, mais finalement, en fait, nous, on est aussi on est des hommes authentiques et honnêtes. Et Mathias, il y avait une confiance qui s'était créée. Donc, à ce moment-là, Jérémy Bordier, qui est partenaire chez Otium, avait un peu tardé. Je finis par lui dire, bah, désolé Jérémy, il n'y aura pas de place pour toi dans ce tour. Mais d'une certaine façon, cette frustration me permettait de créer une opportunité pour le tour d'après, parce que Otium est un fonds suffisamment gros pour être capable de mener une série A ou un gros seed. Cette frustration que je crée chez Jérémy Bordier, qui est aussi un ami aujourd'hui, m'a permis de faire ensuite un deuxième tour de 13 millions 4 mois plus tard. Qui a 4 été mois de plus tard. 4 mois plus tard. C'est incroyable. Souvent, on se dit non, on doit attendre au moins 1 an, 2 ans. Non, là, en fait, on est arrivé à déployer les 2 millions d'euros qu'on a levés. On est arrivé à avoir des indicateurs de traction très très forts du marché. On a besoin d'accélérer en fait. Donc, est-ce que vous êtes avec nous pour accélérer? Otium a dit on est avec vous. Et la PropTech, ça devenait quelque chose de très fort de l'ADN d'Otium et de Pierre-Edouard, qui est donc le, la personne qui investit tout son argent dans le fonds d'Otium. Jérémy l'a compris, Jérémy l'a vu, il a vendu l'histoire. Axeléo et Mathias réinvestissent. Et donc on fait ce deuxième tour de 13 millions qui nous amène à avoir levé 15 millions d'euros en 4 mois d'existence. C'est incroyable. Incroyable. C'est beau, c'est très beau, mais du coup, cet argent-là, au départ, il allait te servir à quoi? Parce que moi, quand j'ai vu ton modèle, je me suis dit, mais en fait, limite, il n'avait même pas besoin de lever. Puisque c'est les investisseurs qui mettent des fonds, qui achètent des parts. Toi, tu prends entre chaque truc. Enfin, à quoi allaient servir les 2 premiers millions et ensuite les 13 millions? Alors, à beaucoup de choses. Structurer la tech, faire la recherche et développement sur le pacte d'associés, parce qu'on parlera du modèle après, mais quand des personnes investissent ensemble alors qu'ils ne se connaissent pas, il y a un pacte d'associés. Bref, plein de choses. Donc, plein d'investissements qu'on appelle des CAPEX, mais pas que. Je pense que la majorité de cet argent sert, comme la plupart des startups, en fait, à faire qu'une jeune pousse devient une entreprise mass market. Une startup n'est pas censée être rentable. C'est plus une startup quand elle devient rentable. Et toutes les licornes qui font énormément de chiffre d'affaires sont encore dans un startup track, dans un scale-up track, parce qu'elles continuent à dépenser plus d'argent qu'elles n'en gagnent pour se rendre encore plus visibles et faire encore plus d'acquisition clients. Notre sujet et la complexité de notre modèle, c'est que même s'il est économiquement très sensé, et donc pour te faire la petite parenthèse, le modèle de Prélo, c'est de rassembler entre 2 et 8 personnes qui achètent un bien en commun, que nous on aura trouvé, rénové, meublé. Ils achètent en commun des parts de SCI, et la SCI possède ce bien. Une fois propriétaires, on leur donne un calendrier intelligent qui leur permet de se partager leur code-part de nuitée et de vacances et de week-ends de la façon la plus équitable possible. Et nous, on s'occupe de toute la conciergerie du bien. Ce modèle, d'un point de vue purement économique et financier, il est très sensé. Parce que tu te dis, bah attends, moi, ma résidence secondaire, je vais l'acheter intégralement, mais je vais y passer en moyenne un Français moins de 40 jours par an. C'est stupide. Partageons. Mais par contre, ça rentre en confrontation directe avec quelque chose de très fondamental chez les Français, mais aussi les Européens, parce que je peux te le dire, c'est la propriété immobilière. Quand on veut être propriétaire, un Français, on veut être propriétaire seul. Oh non, propriétaire avec quelqu'un. Et là, en fait, c'est là qu'on doit investir beaucoup de marketing. Sur la réassurance de... Mais finalement, c'est une commodité d'investir avec quelqu'un. Parce que quand c'est bien cadré, il n'y a aucun problème. Que finalement, c'est mieux. Pour X ou Y raison. Et tout ça, tous ces messages sensés de comment on a construit les choses et considérer, monsieur et madame, tout le monde considérer ce modèle, c'est du marketing et c'est des dépenses marketing. Et c'est pour cette raison qu'on avait besoin d'autant d'argent. Et si le marché de l'immobilier ne s'était pas retourné, on aurait levé encore plus pour continuer à dépenser cet argent pour se rendre visible.
Tu vois, je te fais une petite parenthèse, des modèles comme Gorillaz, Getir, tu vois, les dark stores de livraison du dernier kilomètre, à chaque fois que tu achetais un panier, Oui, ils t'offrais. perdaient, ils perdaient de l'argent en fait. Bah, je me rappelais, ils nous offraient des 15-20 euros. Tu vois, et Hmm. parce qu'en fait, ils avaient ce sujet d'être visibles pour que les gens rentrent dans leur considération le fait que, bah en fait, il est bien ce modèle où je me fais livrer mes courses. Hmm. Et en fait, c'est pas mal du tout. Plutôt que de descendre, moi, à chaque fois au franc prix, en termes de prix, je m'y retrouve et je reste dans mon canapé. Bah nous, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Donc vous, la priorité, c'était de faire comprendre aux gens qu'acheter à plusieurs une résidence secondaire ou voilà, c'était quelque chose de possible, de bien, et surtout même acheter avec des gens qu'on ne connaît pas. Systématiquement. Parce que moi, quand j'ai vu ton modèle au départ, je me suis dit, non mais attends, il propose d'acheter un bien, une résidence secondaire, donc avec des gens qu'on ne connaît pas du tout, et donc où on a à peu près, je crois, pour une part, on a 44 nuits dans l'année qu'on doit utiliser. Et si on achète plus de parts, bah forcément on a un peu plus de nuits. Mais du coup, je me suis dit, mais attends, déjà quand on achète seul un appartement et qu'on est en copropriété, déjà c'est un peu la galère. Il y a lui qui veut voter ci, il y a lui qui veut voter ça. Mais comment lui, il arrive dans son modèle, justement, à, à bien structurer ça et à donner envie. Et donc, c'est ça ta dépense finalement principale que tu as eu à faire. Et donc, Exactement. comment tu as réussi à changer ce mindset chez les gens? Ou Alors, bien tu as une cible bien définie qui j'ai comprend ça. j'ai des cibles, mais alors, je pense qu'il faut rappeler deux choses. La, la grande barrière à l'entrée aujourd'hui de l'immobilier, c'est d'une part la barrière euh, technique et financière, enfin technique, pardon. C'est-à-dire, tu es un Parisien, tu as toujours vécu dans un appartement en tant que locataire ou propriétaire. D'un coup, tu vas acheter une maison de campagne. Tu sais pas faire. Tu sais vérifier l'état d'une toiture, tu sais vérifier une charpente. S'il n'y a pas des mérules, s'il n'y a pas un problème, une toiture, ça dure théoriquement 50 ans, mais si ça se trouve, tu dois la refaire l'année prochaine, Après, t'as les diagnostics. ça suffit pas. Ça suffit pas, Ah ça. bah non, un diagnostic de performance énergétique, ça te dit rien. Tu vois, il y a rien qui peut te prémunir aujourd'hui dans l'immobilier, et c'est ce qui en fait un modèle, enfin, un secteur si complexe. Et d'ailleurs, les gens ont peur d'acheter de l'immobilier, c'est que tu sais pas ce qui va se passer. Et en fait, ça se trouve, il y a un problème de toiture qui n'est pas un vice caché, qui est juste un problème de toiture qui fait que tu vas devoir mettre 60-70 000 euros l'année prochaine pour refaire ta toiture. Et ben, c'est pareil avec l'assainissement. Est-ce que les gens savent gérer des travaux? Les gens veulent faire des travaux, mais est-ce qu'ils savent le faire? Analyser la taxe foncière, analyser est-ce qu'il y a une majoration de taxe d'habitation sur les résidences secondaires dans la zone? Des centaines de points. Ça, c'est la première barrière. Et nous, on rassure notre client en prenant à notre charge intégralement ça. C'est-à-dire une personne veut acheter sa résidence secondaire, on lui fournit une analyse détaillée de tous les pour et les contre de faire le projet. Et il sait se comparer au reste de marché, Avant chose même de mettre le moindre euro, il avant de sait. mettre le moindre euro. C'est là pour le coup, tu as une visibilité la plus transparente possible de ce qui se passe dans ce bien immobilier avant de l'acheter. Ensuite, on s'occupe des travaux, de l'entretien, etc. Ça aussi, c'est une barrière. Tu achètes ta résidence secondaire et dès que tu y vas, tu dois passer la tondeuse, élaguer les arbres, faire le ménage, faire les petites réparations des petits bobos. C'est une vraie barrière, tu vois. Alors que Oui. tu as des enfants, tu dois t'en occuper. On a décidé de complètement s'occuper de cette première barrière. Et la deuxième, c'est la barrière financière. On le sait tous. Ça coûte très Acheter de cher. l'immobilier, ça coûte cher. Il faut acheter à crédit. Et très souvent, en fait, on s'en est rendu compte en lisant des études et en faisant des études que dans la majorité des cas, les gens ne savent pas combien ils peuvent acheter, combien ils peuvent emprunter. Et très souvent, il y a des clients qui viennent nous voir, qui veulent acheter seuls, parce qu'on a aussi cette offre d'accompagnement d'une personne qui veut acheter seule, qui dit, bah moi, mon budget, c'est 500 000 euros. Tu le mets en relation avec le courtier qui fait études de financement, finalement, son budget, c'est 250 000 euros. Et il est autant surpris que nous, tu vois. Et donc, finalement, et surtout quand les taux remontent, on estime aujourd'hui qu'un point de taux baisse la capacité d'emprunt de 10%. 3 points de taux, c'est 30%. Absolument. Donc tu peux acheter 30% de mètres carrés en moins dans un marché défini. Donc c'est la deuxième grande barrière. Et ça, on a traité cette problématique avec l'achat à plusieurs. On est 8 personnes, ou on a 8 parts, et donc plusieurs personnes à acheter un même bien.
Et donc, au début, notre cible, c'était ce qu'on appelle les early adopters. C'est-à-dire les gens qui comprennent très vite le modèle, ils se retrouvent dedans, ils se sont auto-convaincus et auto-marketés, ils viennent te voir, bonjour, je veux acheter un prélo. Mais la cible de masse pour nous, c'est plutôt les gens qui se disent, bah, attends, moi je voulais acheter ma résidence secondaire, j'ai été visiter des biens, j'ai regardé, finalement je me rends compte en visitant qu'il y a plein de trucs que je ne maîtrise pas, et en plus, j'ai pas les moyens. Et finalement, c'est ces gens-là qui viennent nous voir en disant, bah, moi à la base, ça me gêne d'acheter avec une personne que je connais pas, mais j'ai pas le choix, je veux vraiment faire ce projet. Expliquez-moi à quel point ce n'est absolument pas un problème que j'achète avec des gens que je connais pas. Et là, on prend le temps de discuter avec eux, de leur montrer. Et finalement, on rentre dans une phase de... Voilà, on se découvre, ils nous découvrent et ils se rendent compte, bah attends, le modèle, il est incroyable. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Et donc là, on finit par avoir des clients qui étaient plutôt théoriquement des détracteurs à la base et qui sont finalement des ambassadeurs de ton modèle. Incroyable. Mais du coup, donc, ton, ton modèle économique, donc, à quel moment, toi, tu gagnes, Prélo gagne de l'argent? C'est-à-dire au moment de l'estimation du bien où vous prenez une petite part en plus, ou des travaux, du coup, vous prenez un petit pécule. Enfin, c'est sur quels aspects vous prenez ou vous gagnez de l'argent? Alors nous, on gagne notre vie à 3 niveaux. D'accord? Le premier, c'est quand une personne va acheter une part, nous, on va prendre 8% de la valeur de cette part. C'est-à-dire, cette part, elle englobe un huitième de la valeur du bien, les travaux, etc. Nous, on va prendre 8% hors taxe? 8% TTC. TTC. Tout, Ok. exactement. Ce qui veut dire que là où un agent immobilier, pour faire une vente classique, va prendre entre 4 et 6%, nous, on va prendre 8% pour faire une transformation totale du bien. Donc déjà, le trouver, le transformer, l'analyser, créer la SCI avec le pacte d'associés, faire la division et vendre les parts. Tout ce boulot-là, on prend 8%. Ensuite, une fois que tu es propriétaire, en fonction du nombre de parts que tu possèdes, tu vas payer un frais d'accès à la conciergerie qui est obligatoire. C'est-à-dire, une personne peut acheter jusqu'à 4 parts d'un même bien, en fonction des vacances qu'elle veut réaliser, de la consommation du bien qu'elle veut faire. Soit elle prend un huitième qui correspond à 44 nuitées, soit 2 huitièmes, 3 huitièmes ou 4 huitièmes. Tous les mois, cette personne va payer un frais d'accès à la conciergerie et à notre service, qui est le calendrier, la conciergerie, le reporting sur qu'est-ce qui se passe dans son Qui bien, est de etc. quel montant? Qui est de 99 € par mois pour une part, Ok. 129 pour 2 parts, 159 pour 3 parts et 189 € par mois pour 4 parts. Ok. Et le dernier modèle, c'est quand les copropriétaires ne sont pas dans le bien, on va systématiquement et automatiquement, avec un algorithme de yield management, mettre en location les nuitées du bien non occupé en location Sur saisonnière sur Airbnb. Booking, Airbnb, etc. Et nous, on va prendre 10% du revenu locatif pour gérer la conciergerie. Et là, l'arrivée des voyageurs Airbnb, leurs questions, leurs allers-retours, le ménage, etc., etc. On va prendre 10% de ce revenu locatif, là où une conciergerie de location Gérer les saisonnière... clés aussi. Voilà, exactement. Là où une conciergerie de location saisonnière classique prendrait 20 à 30%, nous on prend 10 parce qu'on considère qu'on gagne déjà Ah oui, notre du vie coup, sur le frais de gestion fixe. ok. Voilà nos 3 modèles économiques. Génial. Mais donc, sur l'acquisition en elle-même, parce que la dernière fois, j'avais vu un bien que vous aviez en Île-de-France, estimé à 700 000, donc 15 000 du mètre carré. Alors, il faut le dire que vous ajoutez automatiquement les frais de notaire Ils sont dedans. dans- Et dans- quand une personne achète une part, elle ne repaye pas de frais de notaire. C'est juste des droits d'enregistrement qui sont en fait très basiquement 0,8%. Donc c'est un détail. Ce qui veut dire que, et je me permets de reprendre la main Allez-y. dessus, quand tu regardes la valeur d'un bien sur notre site, tu ramènes le prix du mètre carré, il y a les frais d'agent, il y a les frais de notaire et surtout il y a les travaux. Nous, on te fait un bien qui est propre à sa consommation idéale pour plusieurs années à l'avenir. Alors que, je peux te le dire, presque 100% des biens anciens que tu trouves sur les sites de vente en ligne chez un agent immobilier vont nécessiter des travaux. Eh oui. Et la majorité des gens occultent complètement ce montant-là. Nous, notre standard de travaux est un peu plus élevé parce qu'en fait, ils vont devoir plaire non pas à une personne, mais à 8 personnes. Donc, ce qui veut dire que
Et potentiellement à des personnes qui vont le louer après. Exactement. Donc à une plus grande majorité. Donc il faut qu'il soit Airbnb-able, quoi. En fait, c'est même mieux que ça. C'est vraiment des biens où le standard doit être très haut niveau, tu vois. D'accord. Je te donne un exemple. On a rarement des machines à café qui sont des machines expresso. On met plutôt des broyeurs à grains parce que c'est un meilleur standard, c'est de meilleure qualité, de marque de Longhi. Et ça coûte cher ces machines-là. Mais c'est pareil sur l'aspirateur, sur le mobilier, c'est pareil sur tout. Ce qui veut dire que des fois tu peux dire ah mais ça coûte cher. Je te garantis qu'en tant que client, si tu le fais toi-même, tu t'en sortiras pas pour moins cher. Le niveau de standard et de qualité ne sera pas aussi bon. Et en fait, on est obligé de respecter ce niveau de standard de qualité pour plaire à tout le monde. Concrètement, toi, en plus de tout ça, tu leur garantis que les travaux qui vont être faits dans ce bien sont de qualité, sont faits avec des artisans de haut niveau, avec une certaine garantie aussi sur les travaux qui vont être faits, sur tout ça. Alors, il y a toujours une décennale sur les travaux, D'accord. systématiquement. Toutes les déclarations. Avec des prix négociés aussi, je suppose, puisque... En fait, on fait bénéficier les prix de nos partenaires. Ouais. Après, toute la maîtrise d'ouvrage est faite en interne. C'est-à-dire, nous, on a des architectes en interne qui s'occupent de toute la dimension très technique des travaux et le pilotage de nos partenaires. Et donc, évidemment, quand tu vois le niveau de décalage que tu peux avoir de prix sans corrélation de décalage en termes de qualité que tu peux avoir chez des artisans en France, c'est presque une garantie d'un bon investissement patrimonial de passer par notre service avec nous. Nous, on est engagé à très long terme derrière sur la qualité de nos travaux. C'est nous qui sommes le gérant de la SCI, même si nous ne sommes plus associés parce qu'on a vendu toutes les parts. On est engagé sur la qualité de ce qui se passe dans le bien. Et ça, c'est comme une forme de garantie très très forte sur le bon achèvement et la bonne qualité, la bonne confection des travaux qui sont réalisés. Ok. Et comment, du coup, la partie négociation du bien, quand vous décidez d'acheter un bien, vous estimez le bien, vous achetez toujours un peu au prix du marché ou vous essayez de négocier un prix préférentiel parce que c'est un prix... Enfin, comment vous... Et On est comment le propriétaire donne son accord? Parce que je me disais, moi je suis proprio, je veux bien donner en vente mon appart chez Prélo qui soit acheté par 8 ou une personne. Pour moi, ça revient à l'identique tant qu'il est vendu. Mais du coup, comment vous arrivez à le convaincre que finalement que c'est la bonne démarche à faire aussi et en termes de prix Alors, je t'explique. En fait, ce qu'on fait, c'est que, évidemment, nous, on veut offrir à nos clients le produit le mieux pricé possible, le plus patrimonial possible, voire même leur permettre d'avoir une plus-value latente, car le jour où ils voudront revendre, ils auront une plus-value. Pour ça, en fait, on a des équipes opérationnelles qui passent leur temps à analyser des opérations. Ils vont les visiter, ils vont les négocier, ils vont demander les infos aux agents immobiliers ou aux vendeurs. Et ensuite, on a un algorithme qui va nous permettre de sortir le prix précis auquel on est prêt à payer ce bien pour respecter ces conditions de un bon achat intelligent après les travaux, les frais de notaire, etc. Et là, pour faire accepter ce prix, qui est très souvent en dessous du prix affiché, c'est très 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 rare qu'on fasse une offre au prix. On utilise plein de mécanismes. Et typiquement, parmi ces mécanismes, c'est aucune condition suspensive de financement. Tout de suite, quand tu arrives sur un marché qui est très tributaire du financement immobilier et que tu arrives en apportant des garanties aux vendeurs en leur disant bah, nous, il n'y a pas de condition suspensive sur le financement, tu arrives à lui faire tolérer une petite décote. Et ça, c'est notre rôle de, entre guillemets, acteur institutionnel en face d'un retail et d'un particulier qui fait qu'on arrive à faire passer ça. Mais très souvent, le vendeur, il n'est pas prêt et il n'est pas d'accord. Et donc, c'est pas grave. On préfère ne pas faire une opération que faire une mauvaise opération. Et c'est pour ça qu'on est en constante négociation sur plein de biens et que quand on finit par avoir un deal, c'est gagnant pour notre client. D'accord. Et donc, c'est comme ça qu'on le fait. Lui, il n'est pas censé savoir que derrière, il y a 8 personnes. Donc, c'est nous, Prélo, qui faisons une offre en notre nom avec une capacité de substitution pour la SCI dans lesquelles il y aura les copropriétaires. Mais alors attends, quand vous faites l'offre, donc vous signez le compromis, là vous n'êtes pas encore sûr d'avoir les 8 investisseurs qui vont signer la vente. Dans la majorité des cas, si, maintenant. On a suffisamment de demandes pour être capable d'aller analyser des biens
Mhm. en fonction du volume de demande qu'on a pour ce bien-là. Donc quand on commence une négociation, on sait qu'on va vendre. Ah, c'est-à-dire que vous le mettez d'abord en présentation avant de lui faire une Non, offre? non, pas exactement. Ce Ah, qu'on fait, c'est que on arrive à compléter des gens dans des pools de projets. Donc typiquement, maison Normandie avec piscine pour une part à moins de 100 000 euros, on sait qu'on a, je sais pas, 50-60 personnes qui sont en attente dans ce pool-là. qui attendent. Donc si on trouve un bien qui correspond à ces critères-là, il n'y a pas de problème, ça va avancer. Ok. Donc c'est, tu vois, ce phasage entre la demande et l'offre qui nous permet d'aller chasser des biens sur la base de critères qui sont D'accord. définis en amont. Mais donc, quand vous faites cette offre-là au propriétaire, vous avez quoi? Vous avez 2 mois pour trouver des gens? Dans les faits, c'est plutôt 3 mois parce que souvent, tu as une DIA. Donc, c'est la capacité de préemption d'une commune sur un bien. Oui. Ils ont un délai de réponse qui est défini et c'est la durée normale de recherche d'un financement pour un particulier. Nous, même si dans beaucoup de cas, on ne va pas rechercher de financement, on va quand même bénéficier de ces 3 mois. Et ces 3 mois vont nous permettre de dire ensuite, bah, on est sous compromis, on a bien marketé le projet, le bien, on va parler aux 50-60 personnes qui sont intéressées et qui vont signer des engagements d'acquisition. Et avec ces engagements d'acquisition, on finalise l'opération. Donc, vous achetez en votre nom. Alors, tout à fait. On fait l'avance de trésorerie pour acheter en notre nom. Et donc, le jour de l'acte authentique, Prélo achète D'accord? en étant actionnaire majoritaire majoritaire et théoriquement unique Oui, de la SCI. de la SCI. Et ensuite, le même jour, on fait la cession des parts aux particuliers qui achètent. Et ensuite, une fois qu'ils sont propriétaires, on procède aux travaux. Parce que Euh, du coup, ouais, ceux qui achètent du coup n'ont pas à repayer des frais de notaire parce qu'ils ont Absolument. déjà été payés une fois. Exactement. Très intéressant. Mais du coup, là où finalement le risque que vous prenez, c'est juste que si dans ces 3 mois-là, vous avez, on va dire, vous n'avez pas atteint la majorité, mais vous restez de toute façon propriétaire Des- des parts qui sont restantes et vous pouvez toujours continuer à les mettre en vente Exactement. sur le site. Et c'est le cas aujourd'hui. On a des biens pour lesquels il nous reste une, deux, trois parts. Ça fait partie de notre stock. On travaille avec des partenaires financiers qui nous permettent de porter de l'immobilier de façon temporaire et alternative pour ne pas utiliser l'equity qu'on a levé en cash pour faire ça. Et donc, la chance qu'on a eue, c'est de tisser ces partenariats avant la situation de crise dans l'immobilier qui fait qu'aujourd'hui, voilà, on arrive à porter de l'immobilier. Ça nous coûte 4 à 5% comme ça coûterait à un particulier. C'est digeste. Donc là, du coup, ces 13 millions supplémentaires, finalement, ils vous servent clairement à faire ces avances Non, aussi, non? pas du tout. Pas du tout. Non, on a des partenaires financiers pour ça. Donc, en plus, on a de la dette immobilière qui nous permet de porter cet immobilier, l'histoire de quelques heures jusqu'à ce qu'on revende les parts, ou porter les parts qu'on n'a pas vendues. Nous, nos 13 millions nous servent exclusivement au développement opérationnel et marketing de la boîte. D'accord. Aujourd'hui, vous avez combien de personnes chez Prélo? Alors là, aujourd'hui, on est une petite quarantaine. Petite quarantaine. En termes de chiffre d'affaires, tu arrives à le. Vous l'avez. On communique pas publiquement sur Non. ces chiffres. Ok. On préfère pas, on est encore très early stage. Ce que je peux te dire, c'est que évidemment, notre année 2023 a représenté une croissance par rapport à 2022. Je pense que sur le modèle de Prélo, l'année 2024 va représenter une petite décroissance par rapport à l'année 2023, parce qu'on est aussi dans une phase où les gens se posent beaucoup de questions sur l'immobilier, Surtout maintenant. surtout maintenant. Et justement, on va arriver à cette deuxième partie. Euh, Prélo, tu as décidé de créer d'autres marques à côté associées à ça. Donc il y a Fragment. Tout à fait. Et ensuite, tu m'avais parlé d'un autre projet encore. Ben, je te laisse Alors, présenter ces deux projets en qui se fait, complètent un petit peu. complètement. En fait, fin 2022, on se rend compte que notre sujet et notre vision, c'est de démocratiser l'accès à la propriété dans l'immobilier. Et donc le démocratiser avec des modèles innovants et cette expertise qui permet à une personne d'acheter comme un pro quand on est un particulier. Donc en parallèle du développement de Prélo, on a racheté une marque, une entreprise qui s'appelle Je rêve d'une maison, qui est un chasseur de résidences principales dans les zones tendues. La... Quand je dis un chasseur, c'est un réseau de chasse en fait. Au moment où on achète, je crois il y a
25 ou 30 chasseurs qui accompagnent des particuliers à acheter leur appartement à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Lille. C'est une opportunité qu'on est très content de saisir parce qu'on voulait se positionner. Donc on était sur la résidence secondaire avec Prélo et on voulait se positionner sur le marché de la résidence principale avec Je rêve d'une maison. On fait cette acquisition. Ce qui nous convainc en particulier de racheter la boîte, c'est le très haut niveau de qualité de service. Je rêve d'une maison sur Google, c'est de mémoire 510 notes pour 4,9 de moyenne. Donc c'est 510 personnes qui sont extrêmement satisfaits du service qui a été rendu dans l'accompagnement à l'acquisition de leur résidence principale. Et donc là, on est en train de lancer un modèle. Donc, autant Je rêve d'une maison comble la problématique de l'accessibilité technique et technique, connaissance, etc. de sa résidence principale. Autant il n'y avait pas encore de modèle innovant sur l'accessibilité financière. Et donc, on a lancé un modèle de propriété progressive. C'est-à-dire un modèle qui permet à un particulier qui n'est pas finançable par une banque, parce qu'il a atteint le plafond de sa capacité d'emprunt, ou parce qu'il a une situation qui ne rentre pas dans les cases des banques, c'est-à-dire c'est peut-être un freelance qui gagne bien sa vie, mais les banques préfèrent les CDI, on lui donne la possibilité de devenir propriétaire là où les banques ne permettent pas de le faire. Et comment on le fait ? On trouve un investisseur qui va acheter 95% du bien qu'il cible. Lui va acheter 5%. Et tous les mois, il va payer un loyer sur la quote-part possédée par le propriétaire et rajouter un effort d'épargne pour racheter progressivement et graduellement la quote-part de l'investisseur. Ce qui veut dire qu'à terme de 25 ans, il aura payé un loyer sur la quote-part qu'il ne possédait pas et il sera devenu propriétaire de façon progressive de son bien. Ça, c'est le modèle qu'on vient de lancer sur Je rêve d'une maison. Donc, si on prend donc un exemple, sur un bien qui vaut 100 000, ouais. Donc l'investisseur va acheter 95 000. L'autre, le particulier va mettre du coup 5 000 pour l'acquisition. Et derrière, il va payer une sorte de loyer pendant 25 ans. C'est comme si en gros, il remboursait son prêt. Alors, exactement. Ce qui va se passer, c'est qu'il va payer un loyer qui est un loyer de marché défini sur les 95 000. D'accord. Et il va en plus rajouter la quote-part qu'il veut racheter sur ces 95 000. C'est plutôt souple en termes de montant, mais l'objectif, c'est qu'il ait atteint le rachat complet en 20 ans. Ce qui veut dire que si un mois, il décide de rajouter 5 000, ça veut dire que le mois d'après, si le premier mois, il décide de rajouter 5 000, le mois d'après, il va payer un loyer que sur 90 000 au lieu de 95, plus rajouter ce qu'il va racheter jusqu'à accéder à récupérer l'intégralité de la propriété de son bien. C'est une vraie alternative aux banques. Tout à fait. Et surtout aux problèmes aujourd'hui qu'on a dans le marché de l'immobilier. Et j'en connais quelque chose, puisque là, on a une vente, je t'en parlais, donc à Asnières, qui est très difficile à se réaliser parce que justement, à chaque fois qu'on a une offre ou quelque chose, ça ne va pas au bout parce que les financements ne suivent plus. Mais donc, ça va carrément résoudre ce problème des gens qui ont les moyens de potentiellement acheter, mais pour qui les banques finalement ne veulent pas mettre Tout à fait. De billes et ils sont empêchés. En fait, le premier facteur, c'est le taux d'endettement. Aujourd'hui, on ne peut pas dépasser... 35%. Exactement. Le HCSF limite à 35% sur l'intégralité du parc des financements réalisés par une banque. Donc, les banques ont la possibilité de déroger à un pourcentage défini des financements déployés, mais elles font ce choix pour des clients banques privées, des clients dans une situation qui fonctionne, c'est un choix stratégique pour eux. Et donc, ce que je te disais, c'est que très souvent, il y a des particuliers qui ont en valeur absolue un reste à vivre théorique, même s'il dépassait ce 35% qui est élevé, qui est beaucoup. Mais cette règle, elle est fixe parce qu'elle a été définie surtout pour les tranches de revenus bas. Une personne qui gagne 15 000 euros par mois, l'écart entre 35 et 50% lui fera pas grand mal quand tu regardes le reste à vivre qui lui reste. Donc déjà, un des premiers vecteurs
de réussite de notre modèle, c'est qu'en fait, on donne la possibilité à une personne de passer jusqu'à 45, 50, voire même peut-être Mmh. 50% de Bah, taux d'emprunt. parfois, quand tu payes ton loyer, tu es au-dessus. Hein, Eh oui, exactement. c'est ça. Exactement. Et tout de même lui permettre de devenir propriétaire. Donc ça, c'est notre deuxième modèle. Suite au rachat de Je rêve d'une maison. Et notre troisième modèle, sur l'investissement locatif, on a lancé la marque Fragments, donc fragments.homes, qui permet donc à un particulier d'investir dans des fractions d'immobilier à partir de 50 euros et sans limite de montant. Et donc on a lancé notre première opportunité en octobre 2023 qu'on a vendu intégralement et on lance une nouvelle opportunité dans quelques jours. Et donc ça permet à une personne d'accéder à des rendements élevés là où cette personne n'est pas en mesure d'obtenir un financement. Elle a la possibilité chez nous d'accéder à des rendements qui vont de 6 à 8,5%. Vous les garantissez, ces rendements-là? C'est pas du garanti, mais en fait, nous, on est une entreprise qui est vraiment orientée vers la satisfaction client. On préfère sous-promettre et over-deliver que l'inverse. Donc aujourd'hui, quand on annonce un rendement qui est à 7,5, on est presque convaincu de notre capacité à livrer 8 en fait. 8 net. Hmm. Euh, et c'est ce que montre l'historique de satisfaction client sur Je rêve d'une maison et l'historique de satisfaction sur Prélo. Donc là aujourd'hui déjà des investisseurs nous ont fait confiance sur la première opération et notre vision c'est de devenir cet acteur unique 360 de l'accessibilité dans l'immobilier sur les trois verticales résidentielles majeures qui sont la résidence principale, la résidence secondaire et l'investissement locatif. Donc du coup, sur Fragment, c'est le même modèle que Prélo, sauf qu'au lieu d'en avoir 8, vous pouvez en avoir 500. Ah, on peut en avoir des milliers. Même des milliers, Exactement. à base de 50 euros. Exactement. Ok, donc c'est parce que ça a été une demande pour en gros tu avais une certaine tranche d'utilisateurs d'investisseurs potentiels mais qui n'étaient pas encore prêts à mettre on va dire je crois que c'est à partir de 40 000 44 000 euros je C'est crois un même, truc c'est comme même ça. plus 50 000 euros. Le ticket Oui, d'entrée sur 50 000 Prélo, c'est euros. 50 000 euros. Donc là du coup tu t'es dit on pourra toucher aussi une autre partie qui ont besoin de voilà 50 euros franchement Et en fait, voilà. ça rentre dans une logique de diversification. Aujourd'hui, les différents types d'immobilier ont une approche patrimoniale et stratégique d'investissement qui sont très différentes. En fait, très différents, pardon. En fait, là, on se rend compte que on voit dans les médias, oui, l'immobilier baisse. En fait, il y a des immobiliers. Considérer qu'il y a un immobilier, je pense, une erreur. Bien sûr. Parce qu'en valeur absolue, quand tu regardes la variation du prix de l'immobilier, je prends l'exemple de Paris par exemple, ça inclut le tertiaire. Et donc, les bureaux qui peuvent se prendre des claques à moins 50, moins 70, moins 80%, Ce que tu me parlais là. ce dont je te parlais en off, Ouais. au même titre que le résidentiel. Euh, et en fait, si tu regardes de façon beaucoup plus granulaire, tu vas te rendre compte que il y a des marchés où les logements type T2 ne font que monter, voire même on a des croissances de prix qui sont encore plus grosses cette année qu'il n'y avait en 2021, alors que il y a des marchés qui corrigent très très fort. Là aujourd'hui, dans une stratégie de diversification de son patrimoine, on permet à des gens et à travers Fragments, Prélo ou Je rêve d'une maison, de quand même pouvoir se loger quand les banques ne le permettent pas, de quand même pouvoir acheter sa résidence principale et investir son argent dans l'immobilier qui se valorise là où on n'a pas forcément les moyens, et de quand même placer son épargne dans de l'immobilier qui donne du bon rendement et qui gagne en valeur dans un marché qui, au global, se retourne, là où ce n'était pas possible avant. Et là où, en fait, d'un point de vue purement financier, les supports qui te permettent de combattre l'inflation qui est très haut, et donc ne pas te faire grignoter ton Hmm. épargne, sont de plus en plus rares, en fait. Ouais. Euh, Quelles sont les valeurs refuges? Tu vois, c'est un peu ça. Certains immobiliers sont encore des valeurs refuges. Aujourd'hui, nous, on donne à des gens, enfin à nos clients, la possibilité d'y accéder. C'est ultra intéressant mais en même temps j'ai un millier de questions. Il faut que j'arrive à à réduire et à poser les bonnes questions et surtout je pense celles qui intéressent beaucoup. Sur le modèle Je rêve d'une maison,
Comment se passent, par exemple, les problématiques classiques qui peuvent arriver quand on gère un bien, à savoir les mauvais payeurs, celui qui finalement change d'avis, veut vendre, veut se débarrasser du bien ou ne veut plus. Et comment tu gères cette partie-là? Et pareil, sur Prélo et sur Fragment, je suppose que ça doit être aussi des problématiques que vous devez avoir, Mm. notamment sur Prélo, parce qu'il y a le bien qui est partagé, donc euh, peut-être ma manière de faire, on va dire, de gérer ma maison n'est pas celle de tout le monde et peut-être je peux dégrader, je peux ne pas forcément. Comment vous gérez ces questions-là un peu conflictuelles? Alors, ce que je peux dire, c'est que, pour essayer de faire le plus synthétique Ouais. possible, c'est que le dénominateur commun de tous nos modèles et de l'innovation de nos investissements, c'est que la technologie, c'est une chose, mais l'innovation juridique et financière représente une dimension très forte de notre business. Sur tous les types de modèles, on a un socle juridique qui est très protecteur, très détaillé et très lisible et clair de ce qui se passe dans telle ou telle situation. Dans le cas de Prélo ou de Je rêve d'une maison, euh, si d'un coup on ne paye pas les charges ou on a cassé quelque chose, il y a quelque chose de très clair qui exprime ce qui se passe dans ce cas-là. Et on arrive à le faire sur ces deux modèles en particulier avec un pacte d'associés. Donc c'est-à-dire que les différents co-acquéreurs sur Prélo sont associés et il y a un pacte de 90 pages qui définit les règles de qu'est-ce qui se passe s'il se passe ça, jusqu'à en fait jusqu'à ce qu'une personne de très mauvaise volonté vienne à se faire exclure avec une décote très très forte de la valeur de ses parts. Donc c'est financièrement très risqué pour cette personne de faire des bêtises. Là où dans une copropriété classique de ton appartement à Paris, c'est moins risqué pour elle. Nous, on a recréé une forme de copropriété beaucoup plus protectrice des différents copropriétaires avec un pacte d'associés. Et ça fonctionne grosso modo de la même façon entre le propriétaire accédant et l'investisseur sur Je rêve d'une maison. Il y a un nombre de règles qui est très détaillé que malheureusement on n'aura pas le temps de parcourir. Mais systématiquement, avant de faire qu'un de nos clients devienne propriétaire, on fait une relecture détaillée et on lui explique le fonctionnement de toutes ces règles. Et en général, à l'issue de ce rendez-vous, il est complètement rassuré sur le fait de s'engager avec nous. D'accord. Donc du coup, sur cette partie-là, donc il y a beaucoup de recherche et développement, même si finalement le modèle de Prélo, on en parlait avant de commencer l'enregistrement, c'est un modèle qui existe depuis les années 70. Tout à fait. C'est une Euh, refonte du timeshare des années 70. c'est ça, donc que vous venez, on va dire, remettre au goût du jour et Pimpé, puis ouais, on vient. pimper et innover autour de ça. Donc, mais il y a quand même une grande part de recherche et développement, notamment sur cet aspect financier, juridique, etc. Euh, Ça, c'était une de tes prios, justement, pour t'entourer de personnes, on va dire, qui sont compétentes pour vraiment mettre on va dire, tous les feux au vert pour pouvoir lancer ce projet. Alors j'ai presque envie de te dire que ça faisait partie des éléments de grille d'analyse de l'opportunité au point de départ. Euh, Ma compagne est avocate Ah, et, ça aide. et beaucoup de... En fait, la très grande majorité des conseils juridiques qui nous accompagnent aujourd'hui sont des gens qui sont des amis à moi, des gens de notre réseau proche, qui sont dans les plus grands cabinets de la place de Paris et qui arrivent à nous permettre d'être meilleurs que nos concurrents sur ce côté très pointilleux de la recherche et du développement juridique et financier. On le dit pas assez parce que c'est très bien de communiquer sur nos images de start-upers, mais Sébastien et moi, la relecture de rédaction juridique, le fait de challenger nos partenaires juridiques représente une dimension extrêmement forte de notre métier. Hmm. Bah, je pense que c'est obligé en fait. Et forcément. Sur la partie vente, ça revient. Donc en gros, je veux revendre une part, je peux la vendre à n'importe quel moment. Tout à fait. Alors, pas n'importe quel moment. Ah, Dans, après 12 mois de de possession. possession. On essaie de limiter les... En tout cas, sur Prélo, hein, Hmm. on essaie de limiter pardon, la spéculation. Là où, en fait, on est théoriquement...
théoriquement plus libre, mais quand même contraint Sur sur les Framework. autres modèles. On a vraiment cette limitation des 12 mois. Il y a un droit euh, de premier refus des copropriétaires quand moi je veux revendre. C'est-à-dire que la première priorité, c'est qu'un autre copropriétaire, Puisse racheter. si quelqu'un veut sortir, avant de le vendre à une nouvelle personne extérieure. Parce que lui veut étendre son Voilà. niveau de flexibilité sur le calendrier. Mais sinon, c'est très souple. Ok. Et ça, pareil, donc si personne ne veut racheter dans le groupe de 8, à ce moment-là, c'est remis donc, sur la plateforme, je suppose, Tout à fait. pour retrouver quelqu'un d'autre qui serait intéressé. Donc pendant ce temps-là, du coup, vous redevenez propriétaire de l'appart. Pas forcément. Ah, On a plusieurs mécanismes qui se mettent en place. Le premier, c'est la personne veut un certain prix et il veut être accompagné par nous pour vendre sa part. Donc nous, on va l'accompagner comme agent immobilier, on va le remettre sur le site et il va attendre qu'on trouve un acquéreur pour ok. que ça soit racheté. La deuxième possibilité, c'est qu'il a déjà trouvé quelqu'un dans ses connaissances. Là, juste le droit de premier refus se met en place et si tout le monde refuse, il vend à cette personne et nous, on intervient juste comme facilitateur sur toute la dimension transactionnelle, juridique, etc. Et la dernière possibilité, c'est que si cette personne veut vendre dans un délai extrêmement court en se disant moi j'ai besoin de cash tout de suite, je veux vendre, là, nous, Prélo, on se porte acquéreur de façon garantie, moyennant une décote sur la valeur de sa part qui nous permet de faire le portage financier ainsi que la recommercialisation à terme de sa part. Et donc là, il y a une variation sur les conditions Hmm. en termes d'accompagnement, nous, de notre côté. Mais là, pareil, il y a une réestimation forcément du bien qui a évolué, Tout à fait. soit à la hausse, soit à la baisse. On fait estimer systématiquement sur valeur d'expert. Bien sûr. C'est oui, parce que sinon vous êtes. Sinon, en fait, euh, on est jugé parti, en fait. Et Oui, ça, c'est pas bon. Donc ça, c'est pas bon. Ok. Bon, donc il y a quand même pas mal de garde-fous qui font Complètement. que quand on veut investir avec Prelo ou avec Fragment ou autre, on est quand même assez tranquille sur cette partie-là. On va passer sur une phase, parce que chez nous, sur Binov, on met un point d'honneur à parler des défis, des échecs aussi qu'on a vécu. Bon là, quand tu racontes un peu le projet Prélo, etc., on a l'impression que les défis sont surmontés et puis derrière les échecs, il n'y en a pas vraiment. Mais est-ce que, très sincèrement, tu peux nous parler de tes défis, des échecs que tu as vécus, soit là, soit un petit peu avant? Je vais plutôt te parler des défis. Euh, j'ai du mal à lire des échecs parce que même dans un échec, on grandit. Donc, en fait, c'était un défi, on l'a relevé et on arrive là où on est. Et de façon tout à fait relative, c'est qui on est. Donc, d'une certaine façon, c'est bien, tu vois. Les défis, nous, on en a eu plusieurs. Euh, je pense que le premier défi, c'est que quand tu lèves autant d'argent, euh, il y a un vrai exercice et un vrai investissement personnel à toujours être bien aligné avec ses investisseurs. Le capital risque, c'est des gens qui sont prêts à perdre tout leur argent dans l'ambition de gagner beaucoup. Euh, mais la façon dont l'entrepreneur va gérer cet argent varie. En fait, la vie là-dessus varie en fonction de tel ou tel investisseur. Ça a été un défi pour nous de faire en sorte que dans ce marché qui se retourne complètement, on reste complètement en phase avec nos investisseurs. Euh, et souvent, c'est pas de la surcommunication. Ils ont besoin d'être rassurés dans les choix qu'on va faire. Euh, je pense que on arrive dans une phase où aujourd'hui, on est très content de ce qu'on a réussi à faire. On s'est bien aligné, on les a écoutés, mais on a aussi suivi nos convictions. Et ça, c'est hyper important. Parce qu'on peut tomber dans le piège d'être finalement l'employé de ces investisseurs et ne faire exactement que ce qu'ils disent parce qu'eux sont très inquiets par rapport à la gestion de leur capital. Je ne pense pas que ce soit la bonne chose. Mais il y a aussi des entrepreneurs qui vont être complètement à l'opposé de ça et vont être systématiquement en confrontation parce que leur quête, eux, pour l'entrepreneuriat, c'est une quête de liberté. Et si d'un coup ils se rendent compte que cette quête de liberté, elle est un peu bafouée parce qu'en fait, Mm. d'une certaine façon, on reçoit des ordres ou des demandes euh, très imprimées et très tranchées de ces investisseurs, on peut avoir l'impression d'être un employé. Je pense que le défi qu'on a réussi à relever, c'est de trouver le juste compromis entre les deux. C'est-à-dire, on vous écoute, on comprend très bien.
Par contre, la direction et la vision qu'on veut suivre, c'est celle-ci. Et réussir à montrer dans le futur qu'on a fait les bons choix. Et que quand on a fait les mauvais choix, mais à culpa, mais en tout cas, c'est nous qui sommes les maîtres à bord. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est en tant que cofondateur, des fois, on n'est pas d'accord. Vous êtes à 50-50? Enfin, vous Pas étiez... exactement. Enfin, on est très proche en termes d'equity, Mm. mais c'est pas exactement 50-50. Des fois, en tant que cofondateur, on n'est pas d'accord. Et c'est compliqué parce que il faut réussir à faire plusieurs choses. Faire en sorte que ça marche, faire en sorte que ça ne se voit pas auprès des équipes, faire en sorte que ça ne se ressente pas auprès des investisseurs, qu'on parle d'une même voix, même si des fois, entre nous, de notre plus profond, Vous savez ça, que vous n'êtes pas d'accord. on n'est pas d'accord. Mm. Et tu vois, j'ai beaucoup appris sur moi-même là-dessus. Tu vois, ces étapes de la vie font que si tu arrives à passer dans la réussite, passer grandi ces étapes-là, il y a encore plus de confiance. Tu sais, c'est facile de se dire on se connaît pas beaucoup, on se connaît, mais on se connaît pas beaucoup, on se connaît pas dans la difficulté, on se fait confiance. C'est faux. En fait, c'est dans la souffrance que tu te rends compte que tu peux faire confiance à quelqu'un, tu vois. Et Seb, c'est quelqu'un, je pense, en tout cas j'espère, qui maintenant me fait confiance. Moi, je lui fais à 200% confiance. Je sais comment il fonctionne, je sais comment il pense. Et des fois, je pense qu'il fait la même chose. Je l'utilise comme un catalyseur des façons les plus extrêmes et de mes défauts, tu vois. Euh, on aurait pu terminer des phases de notre projet qui n'étaient pas forcément des phases de décroissance, hein, Ouais, qui ouais. étaient des fois des phases de réussite, mais on n'a pas une vision commune de ce qu'on doit faire. Réussir à s'aligner, tu vois, Ouais. et réussir À trouver à un trouver compromis. exactement. Et je pense que c'était le plus grand défi de notre projet et qu'aujourd'hui on a réussi à passer avec brio, qui fait que maintenant il n'y a plus qu'à, tu vois. C'est beaucoup plus facile de se sentir épaulé et tu vois, il y a les choses de la vie aussi, tu vois. Des fois, tu es fatigué, t'as pas dormi. On est tous les deux des jeunes papas. Et tous les deux, bah, il y a eu Bah des oui, on est moments des où, humains, quoi. voilà, et Donc, nos enfants, ils dorment pas. Et en fait, des fois, il y a un mot qui qui est... dépasse. Exactement. Et tu vois, comment, bah, comment ça devient notre histoire et c'est juste derrière nous, en fait. Ça, aujourd'hui, on a réussi à le faire et j'ai envie de te dire que c'est une de mes plus grandes fiertés. Bravo. Et sur les défis futurs, parce qu'il va y en avoir, notamment par rapport au marché aujourd'hui qui est très problématique dans le monde de l'immobilier, et, notamment par la situation géopolitique aussi. Enfin, on a franchi une situation de crise sanitaire où l'immobilier a tenu le coup, voire même été Explosé. positif. D'ailleurs, j'étais très étonné à ce moment-là. Ensuite, derrière, géopolitique un peu très compliquée et où la France s'engage un peu beaucoup. Euh, comment, sur ces défis-là, comment vous les gérez? Comment vous arrivez à les prévoir, à rassurer aussi éventuellement les investisseurs ou ceux qui veulent... Parce que quand on est dans ce genre de temps, on se dit ah, je vais plutôt garder, je ne vais pas vraiment investir. Alors, Comment vous faites pour gérer cette partie-là? donc, évidemment, nous, on est enfin, comme tous les entrepreneurs, hein, on est engagé dans un univers qui a sa microéconomie et sa macroéconomie. En ce moment, la macroéconomie bouge beaucoup. Tu l'as dit, pendant le Covid, il y a eu euh, de l'impression monétaire de masse qui a été un facteur de démocratisation de l'investissement. Après le Covid, c'est le début de l'investissement parce que les gens ont de l'épargne. Ils créent de l'épargne, ils créent de l'épargne. On investit dans l'immobilier, ça monte. Euh, la réponse à ça, c'est qu'il y a eu un très haut niveau d'inflation et je dirais que le mécanisme traditionnel de résistance à l'inflation, c'est l'augmentation des taux. Rendre l'argent moins disponible pour le raréfier, Plus cher.
plus cher et pour le rendre, pour retrouver sa valeur absolue théorique et réduire le niveau d'inflation. Ça a eu un impact très fort sur le marché de l'immobilier. J'ai envie de te faire deux parties de la réponse. La première partie, pardon, c'est Marc Aurèle, le stoïcisme. Tu vois, il y a des choses sur lesquelles on ne va pas avoir de l'impact, on ne va pas avoir de l'influence. C'est plus grand que nous, c'est plus gros que nous. On n'a pas la main dessus. On n'a pas la main dessus. On vit avec et on doit s'adapter. La deuxième partie de la réponse, moi, les choix de Macron, j'aurais aucune influence là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? La deuxième partie de la réponse, c'est là où je peux m'adapter, je m'adapte. On a eu de la chance de lever beaucoup d'argent avant la phase de crise. Et comme d'autres startups, cet argent, on doit le protéger. On doit évidemment maintenir la croissance, mais on doit surtout pérenniser la présence. Des fois, tu vois, à vouloir trop croître, on se prend les pieds dans le tapis. On crame et on disparaît. Là, en ce moment, on est convaincu du fait qu'il y a il y a un reward très particulier aux boîtes de l'immobilier qui survivent, en fait. Donc, notre sujet aujourd'hui, c'est de se rapprocher de la rentabilité. Je ne dis pas qu'on va forcément l'atteindre, mais on veut s'en rapprocher. On a encore beaucoup de cash de notre levée. On fait partie de ces startups qui ont la possibilité d'être les survivants de cette crise et surtout d'être très clairement positionnés sur des services dont les gens ont besoin maintenant et après la crise. Nous, c'est ça notre stratégie. Tout en protégeant notre marque, c'est-à-dire très bonne qualité de service, très haut niveau de satisfaction client. De façon évidente, si les entreprises qui étaient positionnées sur les mêmes secteurs que nous, qui ont mal géré leur cash, qui ne sont plus là dans 1 an, 24 mois, 36 mois, bah, au bout d'un moment, elles vont se retourner vers les entreprises qui sont encore là. Et si en plus le niveau de qualité de service et de satisfaction client affiché est très bon, bah, ça devient évident de travailler avec ces entreprises. Notre vision et notre stratégie, c'est celle-là. Très bien. Bien, donc là, nous arrivons à la fin, enfin presque à la fin. Il y a une dernière partie qu'on aime bien évoquer ici, c'est justement toi en tant que en fait, jeune entrepreneur, mais entrepreneur quand même accompli et qui est en train encore d'accomplir d'autres projets à l'intérieur du même projet. Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui soit sont en phase de développement d'un projet, qui souhaitent entreprendre ou qui sont encore étudiants, qui ont des idées d'entreprise, quels sont les conseils, les préconisations que tu donnerais à ces gens-là pour se lancer? C'est marrant parce qu'à chaque fois on me pose cette question, je réponds jamais la même chose. C'est bien, on va pouvoir aller toutes les pinguer. Là, en fait, j'ai envie de te répondre qu'il ne faut pas hésiter à investir beaucoup de temps sur le fait de se trouver. Et en fait, je veux dire par là, vouloir partir trop vite sur un sujet qui finalement on s'en fout parce que on se dit que sa quête c'est de devenir riche, je pense que c'est peut-être un mauvais choix. Prendre vraiment le temps de savoir qu'est-ce qui nous représente, qu'est-ce qui nous différencie, qui on est vraiment, cet exercice de rationalisation personnelle de en fait, moi je suis qui en fait? Et pourquoi je suis reconnu, pourquoi je suis aimé par mes proches, pourquoi je suis identifié à l'extérieur? Il faut construire ce personnage, cette marque personnelle, avant de se dire, ok, je vais à fond là-dedans. Et ça, c'est un processus d'introspection et d'intro-construction qui en fait peut durer 1, 2, 3, 4, 5 ans. Tu vois? Ça a été ton cas, toi? Ouais, mais de façon très inconsciente pendant pas mal d'années et finalement très consciente pendant 1 an. Et maintenant, je dirais, ça fait maintenant, je dirais 8 ans que je suis dans cette démarche d'affiner très précisément qui je suis, ce à quoi je suis bon, mettre vraiment mes efforts sur ce à quoi je suis bon plutôt que de passer mon temps à essayer de gommer mes défauts, tu vois. En fait, il y a des gens qui passent leur vie à essayer de gommer leurs défauts alors qu'en fait, ils pourraient être
tellement grands en se focalisant exclusivement sur leurs qualités et en faire des qualités qui sont beaucoup plus grandes Que leurs défauts. que leurs défauts et que les qualités des autres, en fait. Tu vois, et on dit souvent, une personne qui réussit, euh, on aime tellement ses qualités qu'on s'en fout de ses défauts. Tu sais, Elon Musk, c'est un mec... et attention, je me considère pas comme Elon Musk, hein. C'est un mec, il est un peu excentrique, il est un peu bizarre, Ouais. mais ça reste un entrepreneur de génie, en fait, tu vois. Et donc, en fait, tu lui excuses tous ses défauts parce qu'il est exceptionnellement fort dans ce qu'il fait, tu vois. Et ben, les grands artistes, euh, les grands écrivains, les grands acteurs, c'est pareil, en fait, tu vois. C'est vrai. Tu sais, tu connais cette histoire où tu dis, ah bah cet acteur, il est exécrable en tournage. Et pourtant, il est dans tous les films. Mais pourquoi? Parce que quand il est à l'image, Il est il est très- exceptionnel, en Ouais. fait. Et c'est exactement ça, tu vois. Moi, c'est ça, mon conseil. C'est savoir et trouver profondément qui on est et construire, entretenir cette personnalité hors du commun. Très bien. Et quelqu'un qui souhaite là lever des fonds avec cette situation-là, qu'est-ce que tu lui conseillerais de lever sur un deck? Je, je pense malheureusement qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de lever sur un deck. Parce que ça demande un alignement de planètes bien plus compliqué que celui que moi j'ai eu. Euh, qui est lié aussi à un truc de contexte. L'année 2021, côté VC, je pense que ça peut être l'année de la PropTech FinTech. Hmm. Aujourd'hui, c'est l'année de l'IA, tu vois. Hmm. L'année de l'IA, franchement, je vais te dire une bêtise, hein. Je suis un entrepreneur, je pars un peu de zéro. Je sais pas, je me trouve un associé qui connaît bien le sujet de l'IA. Je réfléchis à quelque chose qui soit bien en réponse aux attentes du marché. En fait, j'ai presque envie de te dire, en y réfléchissant à voix haute, que je vais pas trouver la solution. Je vais pas trouver la solution maintenant ou demain. Je vais préparer mon coup peut-être pour lever des fonds dans 2 ans, tu vois. Et je vais pas essayer de monter une boîte pendant 2 ans. Je suis prêt à investir beaucoup de temps à trouver le segment qu'il faut à ce marché, en fait. En parlant avec les acteurs du marché, en parlant avec les VC du marché. Souvent, un entrepreneur, il oublie de se dire que le VC, il est de son côté, hein. Tu as envie de lever des fonds, franchement, tu prends tous les VC du marché, tu leur dis, les gars, c'est quoi le sujet que vous aimeriez voir émerger? En un jour, tu as une réponse de fou. Tu vois, en un jour, tu te dis, bah attends, il y a 4 VC qui m'ont dit la même chose. C'est vrai qu'il n'y a pas d'acteur là-dessus, peut-être que je devrais bosser là-dessus. Hmm. Tu vois, ce côté un peu, aller poser la question aux bonnes personnes, vraiment identifier comment sont disposées les forces. Moi, c'est ça que je ferais aujourd'hui. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup pour ces merveilleux conseils. Je pense qu'ils aideront beaucoup d'entrepreneurs qui sont, ou bien de prétendants entrepreneurs. Euh, la dernière partie, c'est sur... en fait, on a l'habitude de donner un peu quelques recommandations culturelles, livres, podcasts ou autres que tu as déjà, ou qui t'ont accompagné, qui t'ont aidé. Bah écoute, si tu as quelques recommandations, je t'en prie. Là aussi, je vais te faire une réponse que je fais, qui est différente de celle que je fais à chaque fois. Euh, Première référence que j'aime bien, c'est Penser à moi-même de Marc Aurèle, le stoïcisme. C'est Marc Aurèle en ce moment. Bah, c'est ma phase. Le stoïcisme, c'est ma phase. Tu vois, parce que euh, je me rends compte que ça permet de te concentrer sur l'essentiel. Et en fait, quand au bout d'un moment, tu manques de temps, euh, tu manques de particules, de neurones, en fait, Hmm. parce que tu as besoin d'avancer sur des choses et que tout est comprimé, il faut que tu te fasses l'économie de plein de choses, tu vois. Et typiquement, me faire l'économie du stress, des embrouilles et de toutes ces choses sur lesquelles j'ai pas d'influence. Et finalement, ces choses doivent arriver. Je préfère mettre à côté. Surtout que je suis quelqu'un de nature, je suis très sanguin en fait. Hmm. Et donc, moi particulièrement, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup et qui m'a beaucoup aidé. Et rien à voir. Deuxième rêve que j'aimerais donner, c'est toute la filmographie, sérigraphie de. Je sais pas si on dit sérigraphie, mais toute la filmographie en Ouais, tout cas certainement. de Guy Ritchie. Donc Arnaque, Crime et Botanique, Snatch, et en particulier là The Gentleman, qui est une série qui est sur Netflix que j'aime beaucoup. Parce qu'en fait, ce que j'aime bien avec Guy Ritchie, c'est que c'est un producteur-réalisateur
qui aime bien son univers très anglais mafieux. Ouais. Et ce qu'on retrouve beaucoup dans ce qu'il fait, c'est la façon très créative et alternative de trouver des solutions dans la complexité constante, en fait. Et je trouve que ça le représente bien dans sa façon de produire et de réaliser, parce que ce mec, en fait, c'est un entrepreneur. Et en fait, il raconte l'histoire d'entrepreneurs, des mecs qui sont constamment en train de chuter, rattraper d'une chute avec un très haut niveau de bonne idée, de créativité, de penser hors des codes habituels. Et j'adore. Et là, c'est ce que je regarde en ce moment, donc je le recommande. Parfait. Bah, écoute, on va pinguer tout ça dans les références et les recommandations. Merci encore Ludovic d'avoir Merci à toi. été là avec nous et d'avoir donné une réponse favorable à cet entretien. Ça a été un entretien vraiment cool. C'était top. À la communauté Binov qui est de plus en plus grande, donc que je remercie. J'invite bien sûr tout le monde à nous rejoindre dans cette aventure, à nous donner encore plus de force pour continuer finalement à développer encore tous ces formats qui restent à développer. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur Binov TV. Merci beaucoup.